Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Castagneurs, les bagarreurs, les chicaneurs. Castagneurs, les petits bagarreurs. Salut à vous, mes potes. Et c'est parti, bonjour à tous, bonjour à toutes, bande de petits castagneurs et castagneuses. Je suis en très bonne compagnie aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je suis en compagnie de mon pote Adri de Castagne FM. Mon pote Adri de Castagne FM. Comment ça va, mon pote Adri de Castagne FM ? Ah, aujourd'hui je suis chaud. Pourquoi ? Parce qu'on va parler bagarre. Là aujourd'hui on va sortir du JJB. Un peu tous ces gens-là qui y en a marre là, les câlins, les trucs comme ça un peu étranges. C'est de la bagarre. Là, c'est pas de la bagarre. La vraie bagarre, elle est là. Là aujourd'hui on est avec une légende du MMA français. C'est sympa, mais j'ai fait que 2 cours dans ma vie. C'est pas moi ? C'est pas toi, non. Merde. T'es une légende, t'es connu pour d'autres choses, toi. Une légende du MMA français et une légende en devenir du MMA français. On va parler de 2-3 petites choses avant. D'abord, toi, Adri, mon pote Adri de Castagne FM, comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien. La vie est belle. Très belle, et je suis impatient qu'on fasse cette émission. C'est vrai qu'on a des invités hyper prestigieux, ça change un peu tout. C'est vrai, on va balancer immédiatement. Ça a été très compliqué à organiser, pas à cause de toi, Daniel, mais à cause de lui. Voilà. T'es trop occupé. T'es pas grand, mais de manière générale, tu prends de la place. Je suis un virus. Ah, mon pote. Voilà, ah là, j'aimerais vraiment pas vivre avec toi. On va juste parler rapidement des compétitions à venir. CFJJB, j'ai pas celle du CFG, donc je m'en excuse. Ils t'excuseront pas, mon pote. Je suis vraiment désolé, je m'excuse auprès de William. Là, j'ai celle de la CFJJB en face de moi. Open de Bagnolet le 5 avril. Guy et Nogi, Open de Bagnolet le 5 avril, Guy et Nogi, championnat de la Réunion adulte. Alors je sais pas si vous êtes par là-bas. Si vous avez la chance d'être par là-bas. là-bas. D'être par là-bas, exactement. Tiens, attends, à ce sujet-là, on n'a pas vu un podcast réunionnais, quelque chose qui passait ? Oui, tu as entièrement raison, on en parle après, bien vu, bien joué. Championnat de la Réunion adulte le 11 avril. Guy et Nogi, championnat de la Réunion Kids ado. Bon, alors ça c'est le 12, hein, voilà, donc Guy et Nogi aussi. Ouais, c'est bien. À la Réunion ? À la Réunion. Okay. Bah oui, parce que toi le Kids tu pourrais le faire à la Réunion. Alors je vais toutes les faire. Je suis chaud, je suis prêt. Hein. Je le savais en venant ici, de toute façon. Copa Kids Toulouse, ça c'était en mai, le 2 mai à Toulouse. Et enfin, on va s'arrêter là après parce qu'il y aura les autres podcasts. Paris International Spring Open IBGGF le 16 et 17 donc mai. Venez. À Paris 13e, Guy et Nogi. Les petits Jujitsuka et les grands Jujitsuka aussi, je vous en prie, vous nous suivez, vous entendez un petit peu tout ce que disent les grands combattants de notre univers qu'est le Jiu-Jitsu brésilien. Vous passez votre temps à vous dire il n'y a pas assez, la France doit se bouger, on doit faire des choses. Voilà. Il y a une énorme organisation qui est l'IBGGF, qui est représentée en France par la CFJJB. Je ne sais pas si vous connaissez, vous, ici, par David Giorsetti. C'est un travail énorme. Et par Mathias Jardin, Vincent Nguyen, voilà, Kenji, toute cette équipe-là qui œuvre énormément en France pour le jiu-jitsu brésilien. Votre moyen à vous d'aider, arrêtez d'essayer de proposer des sponsoring pour représenter, de vouloir lancer des marques pour faire bouger le jiu-jitsu brésilien ou des choses comme ça. La première chose à faire, c'est de participer aux compétitions. On le répète jamais assez, c'est de participer à ces compétitions. C'est le seul moyen de faire avancer notre sport qu'est le jiu-jitsu brésilien. Bagarrer les mecs et c'est les femmes. C'est hyper important. Voilà, effectivement tu voulais parler d'un podcast qui est à La Réunion. Alors je l'ai vu en 2 secondes, je saurais même pas dire. Ça s'appelle Gracien Beauf, je crois, quelque chose comme ça. Là, j'ai honte. On vous mettra le lien en description parce que là on n'a pas ça sous le coude et c'était très sympa. Voilà, c'est sympa, c'est une conversation avec un combattant de la Réunion et on n'a pas, nous par exemple, la facilité de faire venir des gens comme ça, c'est des gens de loin qui parlent de notre sport, et c'est chouette. Mais s'il veut nous inviter à la Réunion pour qu'on aille faire un podcast avec lui. Justement, mais il voulait te payer l'avion et j'ai dit non, vas-y, laisse tomber, garde ton argent pour autre chose. Ah, je suis content là, on a des invités, en plus on en a parlé un petit peu avant que tout ça commence. On va vous présenter, on va commencer par Daniel, honneur aux anciens, et après on va embrayer assez rapidement sur Samir si ça te dérange pas, parce que Samir doit nous quitter dans 45 minutes. Allez, on dit 50 minutes.
Vas-y. De toute façon, t'es du genre à être en retard. T'as T'as été en retard avec nous, c'est normal que tu sois en retard pour le suivre. Je suivant. vais être à l'heure. Allez, ça marche. Daniel, enchanté. Qui es-tu? Je suis un homme, déjà. Bah écoutez, je suis un coach de MMA. Je suis un Daniel aventurier, Voirin, déjà pour commencer. Ouais, c'est vrai. Daniel Voirin. Approche-toi bien face voilà. à ton micro. Voilà. Allez, dis-nous qui tu es. Mais en fait, moi, je viens du Muay Thai à la base. J'ai commencé le Muay Thai à 13 ans. Donc ça fait longtemps, j'ai 50 ans. Donc père de famille, 2 enfants, marié à une brésilienne. Que j'ai connue à Paris. Voilà. Et donc j'ai commencé le Muay Thai. J'ai été combattant de Muay Thai pendant des années. Donc t'as commencé à quel âge? 13 ans. 13 ans. Ouais, j'ai été combattant de Muay Thai pendant des années. J'ai fait pas mal de combats. J'ai combattu à haut niveau. Suite à un accident pendant un combat, je me suis fracturé le tibia. Donc j'ai mis du temps à me remettre après. Ça... Même délire qu'Anderson Silva. Ouais, mais juste le tibia. C'était pas tibia péroné. Mais quand même, à l'époque, ça a mis du temps à se remettre. J'ai mis 2 ans à peu près. J'ai reboxé derrière. Mais c'était plus pareil. Surtout que c'est pas très bien payé le Muay Thai. Donc j'ai eu pas mal de problèmes financiers après ça. Et ensuite, donc, je me suis formé comme éducateur sportif. Où là, j'ai travaillé dans les écoles pendant des années en fait. J'étais éducateur sportif à la mairie de Châtillon pendant 8 ou 9 ans, où je donnais des cours à l'école, dans les écoles primaires. Et c'est là que j'ai développé l'activité pied-point. C'était une activité qui faisait partie du temps scolaire à l'époque. Dans les écoles. Dans les écoles. On t'a laissé amener des gants à des enfants. C'est ouf, dans les écoles. Non, mais attention, Ils ont de la chance, les enfants. dans C'est vrai, Châtillon, c'est ce que j'allais dire. Non, mais j'avais l'agrément de l'éducation nationale. Donc en fait, ça faisait partie du temps scolaire. Donc j'ai fait vraiment un gros truc. C'est grâce à ça que je suis rentré à la fédé de Muay Thai à l'époque. C'est toi qui t'es occupé de ça? Ouais, c'est moi j'ai pas mal galéré parce qu'à l'époque, en fait, pour trouver des supports éducatifs, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait aucune, surtout sur les enfants. Donc j'ai fait une sacrée recherche. Ça a marché super bien. Et la fédé m'a contacté. Je faisais partie après de la commission éducative à la fédé de Muay Thai. C'était quelle fédé à l'époque? La FMDA, je sais pas si vous vous rappelez. Qui n'existe plus. Ouais, non, elle n'existe plus. Je crois qu'elle s'est fait avaler, je sais pas, les problèmes de fédé. Parce que Ouais. maintenant, La donc c'est la FFKMDA. FFKMDA. Et ouais, il y en a une autre aussi, je crois Il y en a plusieurs, ouais. il y en a plusieurs. Il y en a plein. Ouais. C'est assez compliqué les fédés. Et donc après, je suis devenu entraîneur de l'équipe de France de Muay Thai aussi, où j'ai fait les championnats d'Europe à Lille. Donc c'était ça avant de rentrer dans le MMA. Et après, je suis parti au Brésil. Et tu as commencé le MMA, coach de MMA, en quelle année à peu près? 2002. D'accord, il y a presque 20 ans. Ouais. Tu as presque 20 ans de coach, de carrière de coach dans le le MMA. MMA. Ouais. Rien que ça. Et alors donc les petits castagneurs, on va y revenir parce que là maintenant on va donc présenter notre deuxième invité. Mais vous avez là sur votre écran une légende du MMA en France. Une légende du MMA en France, on va y revenir et tout le monde comprendra pourquoi. Mais parce que c'est vrai. Et C'est vraiment, vrai. on te remercie vraiment. On te remercie vraiment. C'est un honneur, vraiment. Parce qu'il y a plein de gens. Alors, le haut niveau dans les sports de combat, ça reste très relatif, hein, on va pas se mentir. Mais donc de haut niveau comme ça, qui disent oui, et puis qu'ils ne le font pas. Et toi, enfin vraiment, c'est vraiment une fierté de te recevoir. Vraiment. Ça fait Donc plaisir, vraiment, merci beaucoup. Voilà. Et puis donc maintenant, la légende en Le devenir. le grand. Voilà, et tu vas te présenter aussi et toi ça fait vraiment plaisir parce que t'es aussi en plus d'être un vrai grand combattant, une connaissance à nous. Voilà, on évoluait maintenant, on s'est déplacé avec le jiu-jitsu brésilien à la MMA Factory. Exact. Et tu es un combattant donc de la MMA Factory. Samir, on te laisse te présenter. Ça fait bizarre de se dire, je suis combattant professionnel. C'est vrai, non? Aujourd'hui, en plus, ça prend toute son ampleur. Toute son ampleur, exact. C'est différent. Je m'appelle Samir Faidine, combattant de MMA professionnel au MMA Factory. Je suis également coach pour les enfants de MMA, les MMA Kids et les ados MMA Factory. On nous a dit que tu étais même champion d'une certaine fédération. J'ai cru comprendre. D'une bonne orga, oui, exactement. Dis-nous. Je suis champion de flyweight du Cage Warrior. Rien que ça. C'est prestigieux, le Cage Warrior. Exact. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le monde du MMA, c'est une des plus grosses orgas européennes quand même. Tout à fait. Voilà, donc moi j'ai connu le Cage Rage. Cage Rage, ouais, je me souviens. C'est l'évolution, le Cage Warrior, ou c'en est un autre? Je sais pas du tout, mais je sais que c'était balèze le Cage Rage. C'était énorme. Ouais. Mais les Anglais, de manière générale, ils sont chauds. Ah, ils sont chauds. En MMA, ils sont présents, non, quand même, parce que alors c'est l'Irlande, mais il y a le Bama.
Ouais, exact, il y a le Bama. Le Bama, c'est un peu moins bien quand même, non? C'est pas Bah, maintenant, avant, t'entendais parler beaucoup du Bama, mais aujourd'hui, celle qui prend la scène, c'est vraiment le Cage Warrior. Le Ba- Est-ce il y a le est-ce Bama qu'on aux est-ce qu'on États-Unis n'entendait aussi, pas, hein. est-ce Il y qu'on a le n'entendait Bama pas aux le Bama, États-Unis aussi. est-ce qu'on n'entendait pas parler du Bama en France beaucoup à cause de Tom Duquesnoy? Également. Ah oui, c'est aussi, vrai. c'est vrai. Ouais. Parce que Ouais, quelque ouais. part, c'était le C'est- combattant français. Ça a été Tout un à peu le fait. premier vraiment français, Ouais. non? Enfin, avec chez Congo, tout ça, mais le premier qui a vraiment mis en lumière la possibilité de devenir combattant de MMA. Parce que moi, j'ai cette impression que chez Congo, en fait, qui est le premier français connu combattant MMA, il a toujours été là. Ouais. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il a toujours été là. C'est-à-dire que le MMA est apparu, Il était déjà. et il était là, en Et fait. Tu vois ce que C'est je le veux dire? MMA. Eh ben En oui, fait, c'est c'est ça. ça. T'es dedans. En fait, c'est pas ça, c'est que Cheikh Congo, il y a un truc où tu te dis, il aurait rien pu faire d'autre. Tu vois, il est énorme, c'est un poids lourd, il est balèze. Tom Duquesnoy, c'est un petit gars qui avait 22 ans, qui s'est retrouvé champion et qui est parti à l'UFC. Ça faisait un peu mec de chez nous, tu vois. Exactement, Ouais, mais c'est ouais. ça, et surtout, bah voilà, c'était quelqu'un avec qui on s'entraînait. C'est pour ça que quand je dis Cheikh Congo, il était là. Tu vois, parce que personne s'est jamais entraîné, alors à la Snake Team sûrement, machin, mais personne s'est jamais vraiment entraîné avec Cheikh Congo. Moi je me rappelle au Keijin, quand Tom Duquesnoy était encore là, voilà, j'ai fait des séances de sol avec lui, tout ça, et puis du jour au lendemain, entre guillemets, je l'ai vu à l'UFC, c'était C'est ouf, hein. étrange quand même. Moi, j'ai connu Cheikh Congo quand il combattait en boxe thaï. Et pour la petite info, j'avais un gars de notre salle qui combattait contre lui. Il a combattu 2 fois. Et j'ai coaché le gars de notre salle. En contre MMA, Congo. tu veux dire? Non, non, en Mouais. Ah, en mouais. À Japi. Et je me rappellerai toujours, le gars de ma salle, on l'appelait le coiffeur, c'était un coiffeur. Et il prenait Cheikh Congo. Le gars, quand j'ai vu le gars arriver, j'ai dit, mais il paraissait minuscule, mon gars. Bon, il a tenu quand même, hein, il a été guerrier jusqu'au bout. Mais c'est là que j'ai connu Cheikh Congo, en Muay Thai. Ouais, Physiquement, c'est Muay Thai, complètement je comprends dingue. ça. Ouais, ouais, C'est un monstre. Ouais. Ok. Mais bon, c'est une légende lui, hein, quand même, parce qu'il a un Ouais. sacré parcours. Hein. Et à son âge, Au il brille Bellator. encore au Bellator. Hein. C'est Et il est très fort. sympa. Je l'ai rencontré à Los À son Angeles. âge, il a quel âge? 40 ans. Ah, même Quand plus, même, hein. je crois. hein. Un peu Même plus. plus, hein. Ah ouais, je crois qu'il a un Plus, hein. peu Ça, plus de c'est 40. ouf. C'est ouf. T'as quel âge toi, Samir? 27. Et t'as commencé à quel âge? Waouh. J'ai commencé à... Vraiment, hein, je parle vraiment réellement- MMA, à te dire, ok, c'est ça que je vais faire. Ah, c'était récent, bah, quand je suis arrivé au MMA Factory. Parce que j'avais commencé à faire tout ce qui est kung-fu, karaté, et en même temps, en fait, quand je fais le kung-fu, bah, derrière, il y avait du free fight qu'on appelait avant. Bah, le free fight, ça n'existait pas encore le MMA. Et c'est là où j'ai commencé à... Ça m'intéressait parce que bah, je te voyais dans les magazines, je regardais beaucoup, bah, il y avait lui, il y avait Cheikh Congo, il y avait plein de gens que je regardais, je dis putain, c'est un truc de ouf, ils sont trop chauds et tout. Ça s'appelait Free Fight? Oui, oui, C'était le free fight ouais. avant, tout au début on appelait ça, c'était en C'est pour 2000, ça que ça faisait peur, c'est nul comme nom. Non mais c'est vrai, Ouais, c'est c'est nul vrai, comme ouais, nom. Au Brésil, c'était Vale Vale Tudo. Tudo, ouais, je sais, exact. C'était Mais un bon, truc c'était de ça, fou. hein. C'était ça, Ouais. hein, de toute façon. Ouais, Le vrai- C'était ça. Vale Tudo, hein. C'était De free de fight, base, hein. c'était ça, c'était À la le base, Vale il y Il Tudo. n'y avait pas de protection, Il n'y c'était. avait pas de gants, il y avait des Rien coups de du tout. tête, Mais bien sûr, Ah, tu Et toi, mords c'est ça l'oreille. c'est ça qui t'a plu? Moi, c'est ça qui m'avait plu. Et même, je voyais les combats, les premiers combats de Vanderlei Silva où il n'y avait pas de gants, il n'y avait rien. Même au Brésil, il y avait il y avait rien. C'était bagarre de rue. J'ai dit, oh, lourd. J'ai dit, oh, Il y c'est avait ça des que coups je de veux tête que je fasse. avec, hein. Il y Ouais, avait les des coups de tête. et tout. Et Ça, c'est après, la petit folie à des coups de petit, tête, hein. c'est devenu le MMA, c'est devenu le grand mixed martial art. Mais ça T'étais fait- t'étais bagarreur? Non. Non, j'étais pas j'étais chiant, mais j'étais pas bagarreur. Je le dis, j'étais grave chiant, je saoulais les gens, je cassais la tête aux gens, et au final, je me dis, bon, je me faisais frapper, hein, à part mes grands. Par mes grands, je me faisais tout le temps frapper. Et du coup, je me dis, bon, allez, on va faire quelque chose de différent. J'aime bien faire les choses que tout le monde fait pas. Dès que j'allais au karaté, je voyais il y avait trop de monde. Ah non, c'est bon, c'est pas bon. Kung Fu, il y a moins de monde, c'est pas trop connu. Allez, vas-y, on va faire ça. Oh, il y a du sang. Oh, lourd. Encore mieux. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est des choses que je dis pas, mais c'est vraiment... j'aime pas faire ce que les gens font. Je déteste ça. Parce que ça fait comme si tu te mettais dans la moule. Et moi, je veux pas. Dans le moule, parce que dans la moule, ça va être pris de manière un peu différente. Quand Ah, ça commence. je sais, Clac, en même temps à toi on te la fait pas. Hein. Qu'est-ce que je dis, attends, là il faut rebondir là-dessus. Non, mais c'est On va bon. rebondir. Daniel, alors Daniel Et je comprends ça. Et alors, donc quelque part, il y avait un côté jusqu'à il y a un mois, Ouais. il y avait un côté un peu outlaw, c'est-à-dire t'étais le gars. Ah ouais, tu fais de l'UFC, t'es un gars qui fait de l'UFC. C'est comme ça qu'on appelait jusqu'à quelques mois les combattants Ouais, de MMA. c'est ça, Tu c'est fais de ça. l'UFC, tu vas, ouais, t'es un gars. Mais aujourd'hui. Moi, si j'ai envie de faire de l'UFC, si j'ai envie de faire du MMA, je peux faire du... Alors, j'ai toujours pu... Mais il y a une espèce d'acceptation quand même depuis un mois. Ça
Ça te fait plaisir ou finalement tu dis c'est plus le pourquoi j'ai fait ce sport-là? Parce que quelque part ça devait jouer quand même dans ton choix, ça. Ouais, Le fait ça, de dire il y a un côté un peu Il y a un underground. quand ouais, même. c'est ça, c'est vrai. Bah là, maintenant. Parce qu'il y a un truc où toi t'étais Ouais, là ça se avant. démocratise, c'est T'étais ça, là démocratise, avant, quoi. ouais. C'est ça. Mais, et là d'un coup, en y pensant, j'ai envie de te dire, putain, vas-y, je vais changer de sport. Tu vas lui pourrir sa journée jusqu'au bout. Cherche un autre truc. Tu vois, putain, voilà. Non, mais tant mieux que ça évolue et que ça fasse, ça fait connaître d'autres. Les gens vont connaître le MMA, même si on en entend parler. Mais moi, quand je travaillais à Sephora ou dans d'autres magasins, et T'as quand bossé chez Sephora? ouais. Quoi d'autre? Ah non, alors là pour le coup, je te le dis, là il y a jamais de. Il peut y avoir des trucs très marrants. Tu vois, par exemple, on va reparler d'Hugo Ouais. Février, qui a été gogo dancer. Ah ouais, mais bon. Et pourtant, Hugo Février, tu rigoles pas avec. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Attends, Daniel est en train de faire un bon. Je pense qu'il y a des Et choses. y a parce pas, que- non, mais quand parce il y a que j'avais besoin un de combattant. manger, Moi, quand il y j'avais a un poids besoin de lourd. manger, quand il y a besoin de manger, il y a pas de, tu vois, donc Sephora ou autre chose pour Ouais. moi. Et celui qui rigole, en vrai, c'est son problème à lui. Ouais, Tu vois ce c'est que je ça, veux dire? c'est ça. Il y a pas, quand il faut manger et nourrir sa famille ou se nourrir soi-même, il y a pas de Il y a discussion. pas Bien sûr, voilà. bien sûr. Moi j'avais Donc, un poids lourd qui s'appelle Deverman. Il a combattu à l'UFC, il a pris les plus balèzes, sauf que il s'entraînait pas. Donc il s'est fait mettre KO par Ron Nelson, plein de gars. Et lui, je lui disais, parce qu'on allait souvent à Las Vegas, je lui disais, il avait un corps hallucinant. Mec, fais Chippendale là, je sais plus quoi. Tu vas gagner rapport. plus de thunes. Beaucoup plus que là. Non mais. Bah je ouais. veux dire, C'est ce que disait Hugo, parce que nous on ouais. rigolait au départ. Il fait, Bah vous oui. rigolez les gars, si je vous montrais mes fiches de salaire. Bah oui. Bah oui, évidemment. Faut arrêter avec ça. Donc c'est pour ça, c'est faux. Je veux dire, c'était pas du tout de la moquerie. Il n'y a pas de sot métier, il faut C'est vrai, hein. Faut faut manger. ramener hein. l'argent à la Manger, maison. bien sûr. Faut bien sûr. manger. Moi j'ai fait des trucs incroyables, tu sais, quand t'as besoin d'argent, quoi, mais je veux dire dans la légalité, mais je veux Bien dire, sûr. tu vas travailler, Ah, pas de braquage, non. Ok, Castagne FM, révélateur de talent. Et donc tu nous disais que oui, tu voulais et que toi, ça allait quand même changer des choses pour toi cette vision-là. Bah ouais, je pense que ça va changer le fait qu'on dise que c'est tous des bagarreurs, qu'ils ont rien dans la tête et qu'ils savent faire que ça. Or que en vrai de vrai, je pense que dans n'importe quel sport, quand on fait un sport, faut savoir que c'est hyper intelligent, que ce soit du jiu-jitsu, que ce soit du grappling, que ce soit de la boxe thaï, tout est réfléchi. Moi souvent je reviens vite fait sur le JB et le grappling. Moi, quand j'en parle aux enfants, je leur dis c'est un jeu d'échecs. Il y a jamais un moment où tu peux gagner comme tu peux perdre. Ça dépend de tes choix. Donc c'est la même chose. Donc j'espère que les gens vont voir. Rien qui est ça laissé comme au ça. hasard. Rien n'est laissé au hasard. C'est un peu étrange ce que tu dis parce que c'est vrai. Les gens et ceux qui nous écoutent connaissent le milieu sportif et ils savent que c'est extrêmement demandeur, que ça demande une hygiène de vie particulière. Exact. Alors que toute la promotion de l'UFC se fait sur quelque part, c'est de la bagarre de rue, on a des comptes personnels à régler, les deux mecs se détestent, etc. Et ça, j'ai l'impression que ça joue, ça a toujours joué contre l'image du sport. Contrairement à la boxe, qui est très beau, qui est noble, il y a un truc où le MMA, non, c'est toujours personnel, quoi. Et c'est- C'est du business, hein. C'est très vrai ce que C'est tu du dis, business, Adrien. hein, ouais, c'est vrai. J'avais même pas pensé à Bah, ça. bien sûr, je veux dire, les gens ils ont envie de voir, honnêtement, s'il y avait des combats où les mecs ils se battaient au couteau dans une cage, il y aura un Les gens public. regarderaient, Il y aura un ça, public. c'est sûr. Je veux dire, les Je gens serais ils veulent prêt à voir, regarder. voilà, les gens ils veulent voir la violence, ils aiment ça. Et justement, t'as envie de voir quoi, toi, un combat où deux mecs se détestent, hein. T'as pas envie de voir un combat où deux mecs ils se kiffent. Non, tu veux voir justement. c'est vrai que Tu ça veux voir que marche. ça prend feu, Ah, ça va être intense. et Le voilà. méchant et le gentil, comme Voilà, d'habitude. exactement. Comme dans Vous les avez films. vu, Vas-y, excuse-moi, vous avez vu la télé-réalité Ultimate Fighter, The Ultimate Fighter, Tough. Ouais, je l'ai fait le tough, moi. Je l'ai fait le tough à Las Mais Vegas. c'est vrai, je t'ai probablement vu, en plus je suis en train Ouais, de j'ai me fait dire. le top 23 avec Johanna. Ah non, 23, je l'ai pas vu. Le Non, moi 23. c'était un très ancien que je vous conseille. Donc en gros, c'est le 10. C'est, comment il s'appelle, Rampage contre... Ah, il était excellent. Bah, c'est avec les poids lourds. Comment il s'appelle, Rashad Quand Evans. C'est pas quand il a cassé la porte Ouais, C'est il a ça, cassé la exactement. Donc, C'est un ouf. Et il parlait à la concrètement, porte et tout, vous avez voilà, 12 c'est trop épisodes. Les combats sont nuls. Vous faites chier pendant tous les combats. Par contre, Rashad Evans contre Rampage Jackson, ils sont à mourir de rire parce que les mecs du premier au dernier épisode, ils se détestent et ils veulent se foutre sur la gueule. Évidemment, ils sont très professionnels, donc ça n'arrive jamais. Mais c'est juste du divertissement, quoi. Bah, bien Ouais. sûr, c'est. Je suis sûr qu'en vrai, les le mecs, ils sont pay-per-view, potes. c'est l'audience, c'est ça qui est. Faut Moi, faire je l'ai fait ramener le les gens. tough. Le tough, c'était ça. C'était sans arrêt des provocations. Les gars, ils s'embrouillaient sans arrêt. Justement, ça fait monter la mayonnaise. Aujourd'hui, il faut savoir que en fait, pour pouvoir vendre, je pense que il faut qu'il y ait
une cinématique, il faut qu'il y ait quelque chose. Maintenant, ça marche plus comme tu disais, hein, ça marche plus comme avant où genre tu disais bon, il y a 2 bons combattants, super cool, bah, ils vont bagarrer et ils vont prendre. Non, Ça aujourd'hui, il faut suffit que pas qu'ils ça suffit plus. combinent leurs forces de ouf, quoi. C'est passé. Plus les années vont passer, plus l'humain a besoin de plus. Bien en fait. sûr, je vais vous même T'es raconter pas un comme truc ça du choquant. tout, toi. Hein. Comment? Bah, t'es pas du tout de ce genre-là. T'es pas du genre à. Déjà, t'es pas show-off. Non. Mais surtout, t'es pas t'es provocateur. Tu rigoles avec tes potes. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un vrai bonheur de vous voir vous entraîner. C'est vrai, on est venu faire des photos et c'était top, quoi. C'est hyper rassurant quand t'as ce sport. J'allais dire notre sport, mais ce sport parce que c'est vraiment pas mon sport. C'est trop fou ce sport. Mais c'est hyper rassurant parce que c'était très humain. Mais t'es pas un méchant. Non, je pense qu'on est personne n'est méchant. Mais tu dis que quelque part c'est ça qui Bah, c'est ça aujourd'hui qui fait un combattant C'est et ça. qui fait qu'on a envie d'acheter un combattant. Exactement. Maintenant, moi, ce que je fais comme différence, en tout cas, ce que je pense faire comme différence, c'est dans la cage même. C'est-à-dire C'est que important aussi. c'est autre chose. Je Ouais. peux être super gentil Faut faire le show, quoi. dans la vie de tous les jours, mais dès que je suis dans la cage, je sors toutes mes armes. Les coups de pied, C'est vrai, les hein. amener au sol. Pour avoir tourné avec toi, donc uniquement en nogi, donc on fait vraiment pas le même poids, je suis beaucoup plus grand, machin, mais c'était drôle. Je notais que tu connaissais tous les coups de vis. Et Ouais. c'était très drôle parce que tous les petits coups là où il Ouais. fallait appuyer, tous les trucs, j'étais là, attends, le mec. Arrête de le dire. Mais c'était drôle parce que je me disais, attends, le gars, il a l'air sympa, il rigole, mais en vrai, il a vraiment un jeu de salaud. Bon, alors après, ça, Ouais, le MMA, c'est c'est relatif, vis, hein. Le C'est ce que MMA, j'allais dire, hein, c'est un MMA, sport du de vis, salaud, hein. hein. Ah oui. Nos auditeurs castagneurs qui font du JB comprennent ce que je dis, c'est pas. Faut gagner, hein, y a pas de. Mais c'était très notable, c'était assez drôle. Ouais, bah, après, chaque sport a un petit truc qui fait que on peut trouver une façon de sortir de certaines positions. Un sport de combat, c'est pas juste je frappe. Il faut trouver les petits trucs qui font la différence. Donc quand tu les trouves, bah, ça devient autre chose. Et les gens vont se dire, c'est comme, je prends comme McGregor. Tout le monde disait, oh, coup d'épaule. Mais ça existe déjà. C'est exactement. Mais ça existe déjà. longtemps. Ça C'est existe juste depuis qu'il l'a remis devant tout le monde et qu'il l'a fait plusieurs longtemps. fois. Ouais, exactement. ouais. C'est du vice. C'est Ça n'a tout. rien de spectaculaire. Ouais, c'est Ouais. vrai. Mais pour en revenir à ça, c'est intéressant parce qu'une fois, je suis allé en République tchèque avec un combattant. Il combattait dans un show mais énorme. Il y avait 17 000 personnes. Hein. Ouais. C'était XFN, ouais, XFN. Et en fait, le combat vedette, là où j'étais impressionné, c'était un combat de boxe entre 2 animateurs qui ne pouvaient pas se blairer. Et Deux de- animateurs c'est quoi, excellent, télévision. de télévision. Moi, je connais pas un Incroyable. République tchèque. Je suis allé avec le combattant. La salle, elle était blindée. Ils ont attendu jusqu'au bout ce combat. Un combat de merde. Hein. Sauf Bah que ouais. le public, il était. Mais alors. Bah oui. Les mecs, c'est un peu comme l'histoire de Booba et Caris. Les Caris, bah oui. Ils Tout le font monde un- veut le voir ce combat. Exactement. Eux, ils font ça le comble. Hein. Là, ils vont ramener du monde parce que les gens veulent voir ça. C'est vrai. En tant que vrai combattant, Ouais. professionnel en plus aujourd'hui, comment t'as vécu cette histoire? Alors toi, j'en parle même pas en tant qu'entraîneur, mais et qui a connu le vrai MMA. Comment t'as vécu cette histoire de Booba Caris? Tu y as cru? Tu t'es dit ah ouais, c'est une bonne chose pour le MMA, ça va le faire connaître, c'est de la bonne pub, c'est de la mauvaise pub. Comment t'as vécu ça? En vrai, je dis. Parce que tout ce que C'est ça bien veut et dire, c'est c'est que mauvais. ton sport, c'est un sport de règlement de compte en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en fait. Je me suis dit ah ouais, les mecs Pour- ont un problème, Pour le public. ils mettent des mitaines et ils Exact. s'enferment dans une cage. Donc C'est du finalement, business, c'est du Donc finalement, les business. détracteurs du MMA ont entièrement raison. C'est un sport de règlement de compte. C'est un sport de sauvage. Non, c'est pas un sport de sauvage. C'est compliqué. Parce que il y a deux choses qui sont bien en fait. Dans le sens où ils font de la publicité en fait derrière. Exactement. Ça déjà Ouais. c'est la première chose. Ça fait de la Donc pub. du coup, toi en tant que spectateur, tu dis putain en fait ils vont bagarrer entre eux. Deux mecs qui font du rap vont vraiment se bagarrer. Donc déjà du coup t'as envie de voir. Mais en même temps ça fait de la mauvaise publicité parce que tu dis ah ouais mais en fait ils vont faire du MMA dans une cage. Donc c'est un truc de mal. Donc moi je dis que c'est bien et c'est mauvais. Dans tous les cas il y a du bon et du mauvais dedans. T'en dis quoi, toi, Daniel? Moi, je dis que c'est bien parce qu'en fait, qu'on parle du bien de toi ou du mal de toi, l'essentiel, c'est qu'on parle de toi. Prends Donc, Connor. voilà, quoi. Regarde Connor. Je veux dire, donc, et de toute façon, il y a des gens qui sont dans le déni. Tu peux expliquer ce que tu veux. On le voit depuis des années. Ouais. Le MMA, t'essayes de. Tu parles à des gens qui n'aiment pas le MMA, t'essayes de les convaincre, jamais tu vas les convaincre. Ouais, exact. Tu le prends comme il est. Si t'aimes pas, ben, tu regardes pas. C'est tout. Il faut être fier de ce que tu fais. Tu le fais jusqu'au bout. Hein. Ouais. Et en fait, non, ce combat. Moi, ça m'a pas choqué parce que moi j'habitais aux États-Unis, je sais comment ça marche. C'est du business. C'est parce qu'on est en France, c'est Voilà, compliqué. en France, En voilà. France, on a encore C'est- ce blocage de ouais. se dire ouais, mais en fait, ils vont se taper parce que il y a une raison derrière en fait. Or que aux États-Unis, c'est logique.
C'est logique, C'est logique. il y a de l'argent. C'est déjà arrivé il y a longtemps. Alors, c'était genre dans les années. Ça devait être début des années 90. C'était Ice Cube. Pas Ice Cube, Vanilla Ice qui s'était battu contre un autre gars. Vous en rappelez pas? Non. Vous voyez Non. qui est Vanilla Ice? Ice baby. Bah, lui, il avait fait un combat de boxe contre un autre mec. Ça avait Je bien savais marché, non? Et bah oui, bien sûr. Et c'était donc. Mais les gens ils très kiffent avancé. ça, ils aiment bien. Mais les je pense conflits. que c'est juste la France qui fait que ce soit aussi différent. Bah oui, ils ont un blocage. Moi, quand j'habitais aux États-Unis, je disais qu'en France c'était illégal le MMA. Ils comprennent pas. Mais les Ils arrivent Américains, pas à ils ont le retenir. sens du divertissement, en fait, du show. C'est vraiment leur truc. C'est vrai que c'est moins culturel pour nous. Hein. Mais au Brésil aussi. Le Brésil, quand même, c'est un pays qui est jeune. Bon, ils ont eu du mal à se faire accepter à cause d'une embrouille avec un Gracie contre un gars de la lutte livrée. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce combat. Vas-y, raconte. C'était Eugène Tadeo contre, je sais plus, un des Gracie. En fait, ils ont combattu à Rio. Et ce qui s'est passé, Eugène Tadeo, l'histoire, hein, il commençait à gagner le combat. Donc là, il y avait une grosse rivalité avant entre lutte livrée et Jiu-Jitsu. Bien sûr. Ils se croisaient dans la rue, ils se tapaient. Hein. Mais non. Au Brésil, ouais. c'était ça. Ouais, c'est Ah un bah truc ouais. de Mais attention, elle existe encore, hein, cette rivalité. Oui, mais avant, c'était hard. En France. Lutte livrée et C'est vrai, hein. ils ne pouvaient pas se Elle saquer. existe encore. hein. Et donc ils ont combattu dans une cage et tout, avec les règles sans gants et tout à l'époque. Hein. Sauf que il paraît que Eugène Tadeo il commençait à gagner le combat. Et il y a quelqu'un qui a coupé l'électricité. Ce qui fait que le combat s'est arrêté, ça a mais dégénéré. non. Et c'est devenu interdit à Rio pour ça. Le Vale-Tudo. C'était en quelle année, ça? T'as une Oh, idée? je ne me rappelle plus, mais c'est dans les histoires du Vale-Tudo. Ça a fait une Oui, mais embrouille. ça existe depuis extrêmement longtemps. Des années, Et ouais. je pense que les gens se rendent pas compte de l'importance. Alors, je suis pas spécialiste du Vale-Tudo au Brésil. C'est-à-dire que là, c'était vraiment le sport traditionnel enfin, à Rio, au Brésil. On faisait du Vale-Tudo et tranquille. Hein, le maire venait voir. C'était pas forcément un truc underground, genre dans une cave et tout. Hein. C'était un vrai show et c'était un vrai sport traditionnel. En fait, c'est arrivé dans le monde occidental avec l'UFC 1, mais ça existait depuis très longtemps au Brésil. De toute façon, l'UFC, qui a inventé l'UFC, c'est les Brésiliens. C'est des la Brésiliens. cage. Mais qu'est-ce Bah qui oui, fait c'est en fait, qu'est-ce qui fait que ça devient quelque chose d'aussi controversé? Parce que de base, si ça part du Brésil, le Brésil ils ont bien accepté. C'est traditionnel chez eux. C'est traditionnel. Après, le truc, c'est que c'était peut-être controversé là-bas aussi. Hein, ça, je Il y a eu sais pas ils ont eu pas mal de problèmes. ouais, avec, L'appréhension de la violence, il Ouais. y a un côté hyper culturel. Tu vois ce que je veux dire? Nous, il y a un truc où tu règles tes différends. De manière générale, tu règles tes différends sur les champs de bataille. Tu vois, le français, il y a un côté beaucoup plus flamboyant. Ouais, Tu vois. Là, il y a un côté un peu trop rue en fait. C'est trop rustique pour les Français. Je vois ça un C'est petit peu ça, pour ça. ouais. Tu vois c'est fou que ce soit le grand end pound, tu vois, et pas le fait que les mains soient peu protégées, qui pose problème, tu vois. C'est en ça que je pense qu'en France, la retenue qu'on avait, il y a ça. Je pense que culturellement, c'est pas français. T'as un problème avec quelqu'un, tu vois, tu le giflais avec un gant, comme ça. Et puis t'allais dans un champ et tu vois, tu te retournais, c'était pour une femme, c'était pour C'est une ça. noble cause. Ouais. Là, le Vale-Tudo, c'était pour savoir quel sport. Enfin, tu vois, tu te bataillais en slibard, Ouais. tu vois, t'es là, tu cassais les vitres et tout. Enfin, c'est Ouais, la même peu chose, sauvage, tu ouais, vois. c'était un peu Bah, sauvage. moi, je me souviens, moi quand j'ai commencé les sports de combat, c'était ça. Je voulais savoir quel était le sport, quel était le meilleur des sports en fait, de combat. Là, le plus Donc, du coup, efficace. quoi. exactement. Ouais, ouais. Genre, je cherchais de partout, je trouvais pas. Karaté, c'était impossible. Kung Fu, ça s'arrêtait. Aikido, hop, tu ramènes au sol, c'est fini. Bah, il fallait trouver un truc où c'est qui le meilleur. Et en vrai, j'avais jamais trouvé, à part quand le MMA est arrivé. Et c'est là où on voyait des sports différents qui s'affrontaient. Et c'est là où tu dis, ok, bon, c'est lequel qui est bon. Mais finalement, tu vois, c'est rigolo parce que t'as presque un train de retard. Parce que le principe du MMA, mais alors on va dire UFC là pour le Ouais. coup, c'était de savoir quel était le meilleur sport, quel Ouais, était le sport le plus exactement. efficace. ça Exactement. ça. La réponse, oui, mais la réponse, c'est pas le MMA. Non, Non, c'était le sol. Ouais. La réponse, c'est du jiu-jitsu Ouais, brésilien. bien jiu-jitsu sûr. brésilien, ouais. complètement. Là aujourd'hui, on est là pour savoir qui est le meilleur combattant, pas savoir quel est le meilleur sport, quel est le plus l'évolution, efficace. ouais. C'est l'évolution. du truc. Donc là aujourd'hui, ton but est de devenir le meilleur combattant et de devenir le plus complet. Exact. Mais quelque part, ta réponse aurait été le Le jiu-jitsu jiu-jitsu. brésilien. Ouais, Et exactement. c'est marrant quand vrai. même que C'est ouf. c'est vrai que le sport le plus efficace c'est le jiu-jitsu brésilien, mais
quand tu regardes dans tous les champions. Mais il y a- t'en as rien à foutre du Non, jiu-jitsu non, brésilien. non. Tu nous l'as dit, hein, il nous l'a dit. Hein. Non, mais moi je kiffe, hein. Le sol, je trouve ça super. Il a, c'est vrai ou pas? Non, le sol, je trouve ça super. Mais si on observe les champions, qui c'est qui est champion de sol? À part José Aldo, parce que José Aldo, il vient du sol à la base. Ouais, hein. Quand même, Anderson Silva et tout, c'est quand même. Il est pas des- champion du sol, Non. Anderson Silva. Non, mais c'est quelqu'un qui a un bac. Ah oui, d'accord, d'accord, Non, je parle, ouais, d'accord. Oh, à l'UFC, Ouais, à part grâce Damien- au sol. Voilà, D'accord, j'ai à part compris. Damien Maya, mais on regarde bien, la plupart des champions, c'est ou la lutte ou le pied-point. Oui, c'est certain. Ouais. C'est marrant quand même, hein. Parce qu'en fait, ouais, c'est vrai qu'honnêtement, bon, José Aldo, tout le monde croit qu'il est du pied-point, mais il vient du sol. Hein. Il vient du sol. Il s'en est pas beaucoup servi dans sa carrière. C'est vrai. Qu'est-ce qui fait grosse qu'il les erreur. a pas utilisés en fait? Ouais, je comprends pas non plus, c'est surtout bizarre. contre McGregor. Hein. C'est une énigme, ce passage. Je sais pas. Ouais. Mais Mais- parce que McGregor était dans sa tête avant que le combat commence. Ah, Il est arrivé exact. tout fou et il a vu l'ouverture directe. Boum. Mais il s'est c'était fait fini. soumettre, José Aldo, il s'est fait soumettre au Jungle Fight par un des gars que j'entraînais qui s'appelait Luciano Azevedo. Ouais, je me souviens, c'est le seul Ouais. combat où il a perdu. Ouais. Et Luciano Azevedo, je l'entraînais à la RFT, à Rio, c'était d'ailleurs la première équipe C'est professionnelle. le que seul j'entraînais. combat qu'il a perdu, José Aldo? Non, non, mais qui. où Ah, il s'est fait là, soumettre. là, Il s'est ah, fait là, soumettre. je crois qu'il en a Excuse-moi, deux. excuse-moi. Il en Il a a deux, deux ouais. de défaites. Il a deux, bah, dont celle de McGregor. Exactement. Mais là, il s'était fait soumettre à l'époque. Ça avait fait du bruit. Hein. Luciano Azevedo, très très fort. D'ailleurs, il avait soumis un mec du sol qui est très connu en France. Fernandez, je crois, non? Fernandez. C'est Emmanuel Pitagore. Fernandez. Ouais, il l'avait soumis en Angleterre. En MMA. En MMA. D'accord. Ouais, On l'a déjà reçu à ce micro, à cette place-là. Manu Fernandez. Ouais. Je crois que c'est Manu ou je sais plus, un des deux. Je sais plus lequel. Ah oui, parce que ça peut être. Mais il y a que. Je crois pas que Frédéric. Ah donc ça doit être. Je crois pas qu'il ait combattu en MMA. Son frère Ouais. Non, j'en sais En rien. règle MMA, peut-être Pancras. Là, on va peut-être dire des bêtises, petit Castagneur. Excusez-nous, Manu, excuse-nous, Frédéric, excuse-nous. Je suis pas sûr qu'il ait combattu en MMA. Je sais que c'était en Angleterre. il y Donc avait ce même, serait Manu. Ouais, donc, il avait perdu contre ce Luciano Azevedo. Vraiment un mec un gars de la lutte à livrer. Parce que toi, on t'a pas vraiment présenté. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta carrière? Parce qu'il faut que les gens comprennent un petit peu toute Ouais, parce que l'évolution depuis que tout à l'heure, t'as il y a eue. des name dropping incroyables et tout. Ouais, contre José Aldo, contre Jachin, Ça, c'est Cheikh les gens Congo que et je tout. connais. Et en fait, faut savoir voilà, que c'est un peu complètement ouf là. La personne qu'on a en face, dis-nous tout. Bah, moi, en fait, je suis parti en 2002 au Brésil. Et donc, je suis parti avec ma femme, mes enfants. J'étais déjà allé en 98, j'étais resté une année. Donc, j'avais quelques contacts. Je suis resté là-bas et bon, pour bosser, j'ai commencé à faire du porte-à-porte, prof de Muay Thai. Et en fait, les premiers gars que j'ai commencé à entraîner, c'est des mecs du sol, quoi. Et un petit jeune, d'ailleurs, qui est encore combattant. Et tout se rejoint. D'ailleurs, un de mes élèves, justement, que j'avais entraîné là-bas, c'est le prof à Johnny Walker. Tu connais? Non, Léo Zing. ouais. Et bon, en fait, je faisais du porte-à-porte. J'ai eu pas mal de problèmes. Mais le plus gros mec que j'ai entraîné dès le début, c'était Ricardo Arona, en fait. Donc, vous êtes des spécialités de sol, du sol. Ricardo Arona, je l'avais entraîné quand il avait combattu Sakuraba. Et suite à ça, ils m'ont viré de la gym parce qu'il y avait des jalousies, en fait. Donc, oui. Alors qu'il a gagné, Ricardo Arona. Oui, mais ça marche pas comme ça. Il y a des Ouais. gros salaires, donc il m'a pas payé, mais je veux dire. Pas pour toi. Non, mais c'était dur, hein, c'était dur. Mais donc je suis parti en fait, et là c'est là que j'ai commencé à entraîner l'équipe de la RFT, Marcio Chroma de la lutte à livrer. Et en fait, avec cette équipe, c'est beaucoup de gars de favela. En fait, j'ai réussi à faire mon nom. Hein. Je vous dis ça, c'est sur des années. J'ai réussi à faire mon nom parce qu'on gagnait beaucoup de combats par KO. Parce qu'à l'époque, le MMA, les gens ils se jetaient beaucoup, donc je travaillais beaucoup les contres, moi. Donc, je jouais à l'efficacité. Et donc, je me suis fait connaître. Et c'est là que j'ai signé à la Black House MMA, où là, j'ai commencé à entraîner les têtes, quoi, comme Une Anderson énorme Silva, Machida. J'ai entraîné Machida pour 10 combats. Anderson, j'ai gagné 3 ceintures de l'UFC avec lui. J'ai entraîné, T'étais son entraîneur, t'étais j'étais son entraîneur de coach, pied-point. on dit coach. Ouais, coach de pied-point. Ouais. De Ah, pied-point uniquement? Oui, parce qu'il faut savoir que le MMA, en fait, le MMA, il y a plusieurs coachs. Oui, On se bien concentre sûr. sur ce qu'on sait faire. Il y en a beaucoup, ils sont là, ouais, il faut savoir tout faire. Mais moi, je dis, quand tu sais tout faire, tu sais rien faire. En fait, tu regardes tous les combattants, ils vont se spécialiser quoi qu'il arrive. Ils vont toujours voir un spécialiste pour s'améliorer dans leur domaine. C'est-à-dire pied-point, sol. C'est sûr qu'il faut connaître globalement le MMA. Mais tu n'es pas obligé d'être un ceinture noire de Jiu-Jitsu, un grade noir de Muay Thai, tout ce que tu veux, avoir fait de la lutte à haut niveau pour être entraîneur de MMA. Tu vois, c'est ça que je trouve que c'est intéressant, c'est que tu peux aller là où tu veux en fait. C'est-à-dire que si tu t'es pas bon en pied-point ou tu veux t'améliorer en lutte, bah, tu prends un spécialiste Exactement. et il te met bien, il Exactement. te fait comprendre c'est quoi la Et lutte. le coach, après le coach de MMA, son rôle justement, c'est de tout mélanger. Un peu comme un chef d'orchestre, exactement. ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il prend et après vous mixez.
C'est ça le MMA. Et donc moi j'entraînais à l'époque Anderson, bien sûr, en particulier, parce qu'il avait les moyens de me payer. Alors, donc pour situer, tu as été le coach de pied-point de Anderson Silva pendant 10 combats. Anderson Silva ayant été probablement, j'attends vos avis, mais le meilleur combattant pied-point de Complètement. MMA de l'histoire. Complètement. En fait, Ouais, vraiment. Anderson, c'était 5 combats. C'est un exemple. Machida, c'était 10 combats. Il est fou. Anderson, j'ai gagné 3 ceintures de l'UFC avec lui. Mais et Machida, on a failli arriver à la ceinture, sauf qu'il y avait une grosse pression. C'est-à-dire que Machida, je l'ai fait progresser énormément dans la cage. Je l'ai entraîné beaucoup lui aussi, sauf qu'il vient d'une famille du karaté traditionnel. Donc à un moment, ils m'ont viré. Donc c'était assez Pourquoi? dur. Parce que tu t'arrivais trop Je Muay prenais Thai. voilà, je prenais trop d'importance. Et donc ils m'ont jeté 2 combats avant la ceinture. Donc j'étais dégoûté, j'ai pris une claque. Ouais. Et pour toi, il aurait pris la Il l'a ceinture. pris la ceinture. Non, non, mais... Machida. Ah oui, voilà, d'accord. Ouais, il a C'est pris la contre- trilogie dire- contre Mauricio Ouais, Roa. c'est ça. Ouais, et il l'a pris contre Rash Event. Et après, Event. il l'a défendu contre Roua. Mais ouais, il l'a pris contre Rash. Et aussi Belfort, j'ai entraîné Belfort. D'ailleurs, on parlait du Cage Rage. Je suis allé avec lui au Cage Rage avec Belfort. Et pareil, Belfort à l'époque, j'ai pas pu l'entraîner parce qu'il était en rivalité avec Anderson Silva. Et Anderson Silva, il voulait pas que je l'entraîne. Et je m'étais même embrouillé avec Belfort à l'époque. Il m'avait dit que j'étais pas professionnel. C'est pas tout le monde qui a pu s'embrouiller avec Victor Belfort quand même. Non, mais j'ai entraîné beaucoup de monde. Mais pas que ça, hein. Aussi aux États-Unis, j'ai entraîné une légende qui s'appelle Dan Anderson. Ah oui, bien sûr. Où, Alors c'est un combattant que j'aime beaucoup, Dan Anderson, parce que j'aime bien ce qu'il met en avant, son côté un peu redneck, un il peu est vraiment dur dur. comme ça. Il est Et, vraiment oui, dur. voilà, et en fait, il paraît que c'est un gars déjà Super sympa. adorable et hyper intelligent. Mais il est d'origine indienne. Hein. Sa Ah mère bon est indienne. Indien Ouais. d'Amérique. Ouais, sa mère est indienne. C'est-à-dire que lui, c'est pas un américain. Mais c'est ça, et il joue sur ce truc un peu redneck, quand il a les gros trucks et tout, et Il est on m'a mat. dit en fait il est... Il est mat de peau, Ouais, ça se voit. Et je crois qu'il touche il touche de l'argent de l'État parce qu'en fait sa mère est indienne. Mais lui, j'ai gagné la ceinture du Strikeforce avec lui. J'étais avec lui quand il a mis KO Fedor. Vous vous rappelez quand il a mis KO Fedor, j'étais dans le coin. Et même avec lui quand il a battu 2 fois Shogun. En fait, Dan, je l'ai entraîné 4 ans pour une dizaine de combats. Et Dan, il faut savoir, il devait combattre Le John fly Jones. punch, c'est contre Bisping, c'est ça? C'est Ouais, ça. non, j'étais pas avec Là, lui. t'étais pas avec Non, lui. non. C'est l'image un C'était peu avant, ça. légendaire. Ah ouais, de- Bah, C'était il est avant. incroyable. Ah ouais, Mais non, largement c'était avant avant, Fedor. ouais, Ah, c'était ouais, avant. avant. Oui, avant Fedor. Non, je pensais parce que c'était UFC, on est Ouais, d'accord c'était sur l'UFC. Fly Punch. Mais Ok, après, il est d'accord. parti au Strike Force. D'accord, C'est ok. là Et qu'il il a est combattu, revenu UFC. Il a pris une ceinture au Strike Ok. Force. Et il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Il devait combattre John pour la ceinture de l'UFC. On était avec lui et c'était l'UFC 151. Il s'est blessé 3 semaines avant. Et vous savez ce qu'ils ont fait à l'UFC? Ils ont annulé le show. Oui. C'est-à-dire, regardez bien, il y a un show qui a été annulé à Las Vegas, c'est l'UFC 151. Parce que Dan, il s'était blessé au genou contre Sokuju. Vous vous rappelez de Sokuju? Oui, bien sûr. Lui, pareil, j'ai entraîné pas mal de temps, Sokuju. Ah, qui arrivait avec le masque de Ouais, Predator. ouais, Sokuju. Et avec Dan, ouais, on a pas mal tourné. Ouais, ouais. Incroyable. C'est un super combattant, c'est incroyable. À quel gym t'étais aux États-Unis? J'ai fait. Ou tu partais, t'étais freelance, on va t'étais- Non. Ou t'étais En fait, rattaché? J'étais à Rio, moi j'ai quitté Anderson Silva. On a eu une grosse embrouille. Bien devant ton micro. Ouais. J'ai quitté Anderson Silva, on a eu une grosse embrouille. T'étais en embrouille avec Anderson Ouais, Silva. ouais, et pour la petite histoire, je l'ai même insulté et tout. Bon, ça arrive, hein, le monde du combat. Aujourd'hui encore? Ouais, et il faut savoir que même au Brésil, ils en parlent encore de cette histoire. Je lui ai demandé d'aller se faire foutre, en gros. C'est Qu'il bien. prenne sa ceinture et. Bon, il y a eu un petit embrouille de. Bravo. Parce qu'en fait, il faut Laisse-moi savoir. deviner, embrouille d'argent. Non, pas d'argent. En Ah. fait, il faut savoir les C'est le combattants. respect. Voilà, un truc comme exactement. Et il sait ce que c'est. Les combattants, ils commencent à monter, ils commencent à vous manquer de respect. Il ne faut pas oublier une chose, au début, vous occupez du combattant, c'est vous le coach. Après, vous n'êtes plus le coach. C'est votre employeur, c'est lui qui vous paye. Donc c'est très dur de se faire respecter. Parce qu'à partir du moment où il vous paye, il a un droit sur vous. Et ça, autre c'est chose. compliqué. C'est Et complètement vous êtes différent. obligé de fermer vos gueules sur certains trucs. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, au début, t'es un peu le papa et finalement, tu fais les choix pour lui parce que tu te fais grandir. À un moment, il te dépasse et tu sais quand même ce qu'il y a de bon pour lui, mais c'est lui qui choisit encore. Exactement. Et ça, c'est pas bon. Et la pression, elle est avec l'entourage. La pression, elle est avec les managers. La pression, elle est avec les autres coachs. Il faut savoir que Anderson, des fois, je n'arrivais même pas à l'entraîner. Pourquoi? Parce que tout le monde voulait ma place. Il faut savoir, moi, je suis un Français. T'imagines Je suis un Français au Brésil, dans le milieu du MMA brésilien. Les gens sont T'imagines pas tous les contre. Brésiliens qui devaient vouloir prendre cette place-là? Et qui ça se me- sentaient 10 fois plus Et que ça légitimes que devait, ça Daniel. devait payer en même temps. Et ça payait bien. Et faut Bravo. savoir. Comment ça se passe, vous, parce que vous êtes, on a de l'extérieur, donc toi c'est MMA Factory, qui est
qui fait partie des 2-3 centres vraiment les plus en place en France. Comment ça se passe votre entente avec tous les combattants? Parce que je sais pas si tu es le seul à ton poids à la MMA Factory. Comment est-ce que ça se passe avec les entraînements? Qui t'entraîne? Est-ce que c'est Fernand Lopez qui est là pour tous vos entraînements? Comment ça se passe? Alors, au MMA Factory, il faut savoir qu'en gros, Lopez s'occupe en gros de tout. Maintenant, il a sa spécificité qui est le MMA, qui est logique. Donc après, il est un peu partout. Vraiment, il est partout. Mais après, ce qui est bien, c'est qu'on a des pôles. C'est-à-dire que, par exemple, pour la prépa physique, on a Nicolas qui va s'occuper de nous et qui va dire, voilà, toi, tu as un tel comme préparateur physique. Nicolas Hoth, exactement, que je dédicace. Qu'on a déjà reçu, qu'on a reçu ici. Un super podcast, d'ailleurs, que je vous conseille d'écouter. Et du coup, lui, selon le coach qu'on a, parce que par exemple, moi j'ai un autre coach en prépa physique, il voit avec lui. Ensuite, au niveau du MMA ou de la lutte ou quoi que ce soit, on a toujours, comme tu le disais, on a chacun nos trucs. Maintenant, quand on rentre dans un camp, Lopez voit à peu près comment on peut diriger le combat. En fonction de l'adversaire. Voilà, en fonction de l'adversaire. Et après, derrière, ça se dispatche sur les coachs. Tu lui fais entièrement confiance? À qui? À Fernand. À tout le monde, ouais. Moi, tant que je suis avec quelqu'un, je donne toute ma confiance dessus. Et après, derrière, j'ai les gens je pense que les gens qui sont autour de moi sont bienveillants. Je leur veux pas de mal. Ils veulent pas de mal de moi. Pourquoi? C'est intéressant ce qu'il dit par rapport justement à se concentrer à l'entraînement sur le combattant qui va combattre. Moi, je fais tout l'inverse. En fait, je fais pas ça, moi. Je fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je lui dis au combattant, concentre-toi sur toi, sur ce que tu vas faire toi. On sait, le MMA, on sait qu'il y a de l'incertitude. Tu vas prendre plus un lutteur, plus un gars de sol, plus un mec de pied-point. Mais le plus important, c'est se concentrer sur ce que toi, tu vas faire. Pourquoi? Toi, l'adversaire t'intéresse pas? C'est pas qu'il m'intéresse pas. Bien sûr qu'il m'intéresse. Mais si tu te concentres pas sur toi, ce que tu vas faire, si tu te concentres trop sur l'adversaire, tu vas oublier en fait tu vas être toujours en retard en fait. Connais-toi toi-même avant de connaître les autres. Exactement. C'est-à-dire que tu vas toujours avoir un moment de retard. Exemple, je vous donne un exemple concret. Je prends un lutteur, ok, je veux combattre un lutteur. Donc je suis sur la défensive pour pas tomber. Mais là, il a déjà commencé à gagner le gars. Parce que déjà, tu vas rentrer dans la cage en te disant, il faut que je défende la lutte. Donc ça va quand même te frustrer dans ton jeu. Alors que donc toi, le game plan se fait par rapport à ce que toi tu sais faire, pas par rapport à ton adversaire. Exactement. Parce qu'en fait, bien sûr, on connaît les points. On connaît les points, les dangerosités, le danger de certains. De l'adversaire. Voilà, le sol ou la lutte ou n'importe quoi. Il faut se concentrer sur soi-même. J'ai une anecdote dessus. Là, en ce moment, moi j'ai mon préparateur physique qui est Ousmane. Et lui, on parlait de ça. Hein. On parlait il me posait beaucoup de questions, parce que la prépa mentale, c'est une des spécificités aussi du MMA ou même dans tout n'importe quel sport. On va y venir aussi parce que c'est important de parler de ça. Et du coup, et c'est ça qu'il me disait. Il disait, donc, qu'est-ce que tu vas faire contre ton adversaire? Il me posait plein de questions. Et après, il me disait, attention, tu es en train de faire une erreur. Là, tu es en train de penser plus à ton adversaire qu'à toi. Donc du coup, il faut que tu te dises comment toi, tu vas faire pour aller dans ce système. Et non, si il fait ça, parce que j'étais beaucoup de si il fait ça, je fais ça. Si il fait ça, je fais ça. Or qu'en vrai, c'est pas si, c'est comment je fais pour aller là. Comment tu l'amènes là. Voilà, exactement. Il faut toujours prendre l'initiative. Quand tu arrives dans la cage, il faut toujours que tu prennes l'initiative pour justement pas laisser au partenaire le temps de s'organiser. Exactement. C'est la guerre. Sauf Machida. Hein? Sauf Machida. Ouais, Machida, mais Machida, après il est rentré. Bon, si les karatékas, ils n'ont pas l'habitude de prendre des coups dans la face. Ouais, c'est autre chose. Il a toujours été craintif. Ouais. Mais, ouais. Mais même Machida, c'est dur. Avec ces gars-là, c'est très dur de travailler. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plein de monde à côté qui vous prennent la tête. Oui, puis lui, il travaille en famille, hein, si je me rappelle bien. Exactement. Moi, je me rappelle, j'allais faire des camps d'entraînement dans le nord du Brésil. Il faut savoir que j'allais dans le nord du Brésil, à Belém, pour faire des camps d'entraînement avec Machida. Je partais 2 mois. J'ai laissé femmes et enfants. Hein. C'était dur, hein, très chaud. Et je me rappelle, il y avait son père qui était là, qui parle portugais. Son père est japonais. Mais eux, ils sont nés au Brésil. Ils sont brésiliens. Ils n'ont rien à voir avec le Japon. Et son frère, donc Shinzo, quand son père me parlait, j'étais là à côté de moi. Il ne me parlait pas à moi, il parlait à Shinzo me parlait.
Oh putain. On dirait comme si t'étais dans les trucs japonais, tu vois. Genre tu valais rien quoi. Genre t'es là. Non, mais C'est comme si je voulais le parler. Je dis ouais bah tu diras. Ouais mais là ce serait normal. non mais c'est pour vous dire. Non Ah, mais c'est ouf. maintenant je le connais bien, mais au début c'était comme ça. Oh, c'est ce que j'allais dire, au bout de combien de temps il a fonctionné Ça a mis comme du ça temps pour entrer dans la famille. Sauf que le problème. Ah, je serais parti moi. Oui, mais non, mais tu pars pas. Supporter. Mais non, mais tu sais pourquoi tu pars pas? Parce que t'as besoin de ton chèque. Tu acceptes. Parce que c'est facile de dire tu pars, mais. il faut Ouais que mais tu quand prennes ton même billet. après je suis désolé mais l'argent entre le respect et l'argent. Non, mais Non, c'est tu pas dis mal. ça respect. là, toi en France, dans ton univers, dans ta culture, avec tes potes Voilà, autour ouais. et tout machin, quand Non tu mais dois après faire c'est nos- vrai quand ouais, tu dois quand faire manger c'est dans vrai, un pays pardon, comme le c'est vrai. Brésil, Ouais, mon c'est cul. Je suis pareil. d'accord avec toi. Et c'était des bonnes sommes. Ouais, J'allais c'est pas, Tu vas j'allais pas aller pas, travailler j'allais au pas. Je suis d'accord avec toi. Mais je crois que c'est dans sa culture. J'avais du mal à l'entraîner. Et des fois, je montrais un truc, il montrait autre chose. Il savait même pas ce qu'on avait fait avant. Et il se mêlait, le frère qui se mêlait. C'était super dur. C'est très très dur. Oups, pardon. Maintenant, j'ai des petits jeunes que j'entraîne, c'est plus simple. Mais je sais que quand ils vont commencer à monter, on va retomber dans le problème où ils vont commencer à prendre trop confiance. En fait c'est à cause de l'argent qui fait que ça change. Hein. Exactement. L'argent C'est et ça les dont j'ai- médias. c'est ça dont j'ai peur aussi avec Pas la que légalisation l'argent. du MMA. Mais pas que l'argent. Les médias. Hein. L'UFC, par exemple, ça pourrit la tête des combattants. L'UFC, pour te pourrir le cerveau, Bah, il ils y a sont pas mieux. starisés de dingue. Exactement. Ouais. Ils sont mis sur un piédestal, après ils te regardent de travers, ils remettent en question tes entraînements. Je l'ai vécu plein de fois, ouais, j'ai 50 balais, hein, donc voilà, l'histoire se répète. Quoi. Ça me rappelle une anecdote. Bon, ça, alors pareil, on va revenir sur le TUF, donc The Ultimate Fighter, et c'était Georges Saint-Pierre qui avait fait venir Jean-Charles Genre, Caron. oui, je c'était m'en un rappelle. truc de Ça, c'est un ouf. des meilleurs moments. C'était un truc de ouf. Tu dis mais les Je mecs crois en que fait je peux le ils sont regarder nuls. à chaque fois. Je crois que je peux le Elle les a regarder cet tués. extrait à Ouais. chaque fois. Et je crois que je pourrais pleurer de rire à Vas-y, chaque fois. raconte. Ou en gros, donc pour les petits castagnards, si vous avez jamais vu, et en plus c'est assez compliqué à trouver. Je crois que c'est que sur Dailymotion maintenant parce que ça a Ouais. été retiré. Exact. Et c'est Georges Saint-Pierre qui fait venir Jean-Charles Kamoski sur Qui est un français. Hein. ouais, donc qui est bon, Super combattant. un des plus grands combattants de Muay Thai. Il y a avec Ça. Guillaume Kerner, je pense. Exact. Voilà, à peu près. Ah non, c'est le top. Je pense que voilà, mais c'est quelqu'un de très particulier, Jean-Charles Kamoski. Voilà. Et il le dit, d'ailleurs, GSP. Georges Saint-Pierre qui dit, voilà, je sais plus comment il explique, genre il dit que c'était un free thinker, quelque chose comme ça, he's a free thinker, he's not... et c'est vrai qu'on se dit, qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Alors tout le monde se regarde un peu, et puis il arrive avec ses lunettes, un peu Ouais, il un était peu gros, bedonnant, ouais. un peu, puis voilà, apparemment il avait fait un peu la fête avant. Et c'est ce qu'il faisait, hein. Ah, il aime sortait à bien, chaque il fois. aime bien Parce que faire- son préparateur physique me le disait, je l'ai vu. Il me disait, il sortait, il se défonçait, il arrivait le lendemain. Ah, éclaté, il ouais. s'en fout, c'est un ouf, Skarbowski, c'est un Ouais. ouf. J'ai déjà entendu parler Mais il de est dur, lui, hein. mais Ouais, il est dur. il est dur, donc- par contre, tout le monde se moque un peu et en fait c'est quelqu'un d'hyper ouvert en fait Ouais. qui voit très vite. De toute façon, on n'est pas Exact. champion de Muay Thai Non. sans raison et donc il voit très bien, donc il fait bon bah allez, assez de théorie et maintenant vous allez tous passer un par un. Je vais vous prendre dans la cage un par un. Il n'y en a pas un qui a tenu debout plus d'une minute, Non, je il crois. les Et les mecs, il y en a un qui se met à pleurer et tout. Et il y en a un devant la caméra qui dit ouais, il se met à pleurer, genre il n'arrive pas à finir son interview et tout. Mais en fait, Non, mais il est trop dur. Il est dur. Ah, oui. et là, il a voulu réinstaurer le respect, un peu ce dont tu parlais, genre si vous voulez prendre de bons enseignements, c'est comme ça que ça se passait. Après, je sais pas s'il est resté tout au bout Mais de non, la il le saison. vire. Il le vire, ils ont fait allez, non, t'as fait mal aux combattants, tu Mais dégages. Il y a des gars qui ont 3 combats, ils se prennent pour. Vous avez vu Mais C'est oui. vrai, hein, c'est 3 vrai. combats. Un mec comme Skarbowski, il a quoi 200 combats 150 combats Aujourd'hui, Il y a un il suffit moment, juste Tu que rigoles fasses pas deux, d'un trois mec comme combats. Jean-Charles comme ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est simple, tu fais, enfin, je pense que c'est une journée, tu fais 2-3 combats de MMA, ça y est, ou même, hein, et tu te dis, ouais, vas-y, je suis le meilleur, mais t'es rien du tout. T'es rien du tout, c'est que t'es pas tombé sur des vraies têtes, et c'est ça qui est dommage. Comment Ah, tu c'est te sûr. vois toi aujourd'hui quand tu rentres dans la cage? Parce que c'est important de savoir Attends, qu'on est le meilleur. quand Petite même. question, parce que moi je sais pas. Combien t'as fait de combats pro Ouais, tu MMA? vaux quoi? Tu vaux quoi là que t'arrêtes pas de parler depuis tout à l'heure? T'es Qu'est-ce que t'es 57 kilos. comparé à Daniel là? Vas-y, Du haut, t'es vas-y. 57. Je crois, je suis même pas sûr, tu vois, je crois que j'ai 15, non, 11 Ok, on va combats, parler Ça va, correctement. c'est un peu relou. 11 et 5 défaites, donc C'est D'accord, bien, t'as une c'est quinzaine de dans la combats. cage, c'est bien. ouais, C'est dur, une hein. quinzaine de combats. J'ai entraîné un gars qui est solide à l'UFC dans ta KT, Qui ça? Alexandre Pantoja. Non, je connais pas. Non Non. Ouais, c'est Et un lui, tueur. Il est dans le. Ah ouais. Ah, lui, regarde le Alexandre Pantoja. Pantoja. Ah ouais, Ok. il est très très fort. hein. Putain, très fort. Et comment? Parce que c'est important dans les sports comme ça. J'en parlais une fois avec Kenji
On a l'impression qu'on est des durs ici à faire du Kenji 7 Mhm. Matsushima. Ouais. On a l'impression qu'on est des durs ici à faire du jiu-jitsu brésilien et tout. Et ça le fait mourir de rire parce que lui, c'est quand même un champion de jiu-jitsu brésilien, mais qui a fait un peu des combats de MMA et qui dit non, mais les gens se rendent pas compte. Le MMA, c'est pas pour les fragiles. C'est vraiment c'est- une manière de dire. C'est dur, pas hein. un sport commun. Ça n'existe pas en fait l'entraînement de MMA. Il y a les combattants de MMA et puis des loisirs qui font du grappling amélioré. Mais le MMA, il m'a dit, c'est un qui n'est pas vraiment un sport, mais c'est une discipline qui n'est pas pour tout le monde. C'est peut-être le seul sport qui ne soit pas pour tout le monde. Ouais, Non, bah, mais c'est clair. Hein, c'est Et clair. ce qui fait que tu ne peux pas arriver et avoir... alors que tu aies de l'honnêteté envers toi-même, mais il faut être le meilleur. Dans ta Ouais. tête, tu es forcément le meilleur, sinon tu rentres pas dans cette cage. Il y a beaucoup de gars de T'y vas sol pas. qui sont mis au MMA et ça n'a pas vraiment Mais fonctionné. non. Hein. Et c'est ça que je voulais savoir. Comment toi, alors que t'es pas un méchant, tu le dis, t'es pas un bagarreur, comment tu te conditionnes? Moi, j'avoue, je comprends pas hein, quand la cage se ferme là. Enfin, moi, je comprends pas ce que vous faites. Ouais. Comment tu te conditionnes pour avoir le courage de rentrer dans cette cage? Bah déjà, il faut savoir qu'au début, avant, quand je commençais, j'étais spectateur. J'étais spectateur de mes combats. C'est-à-dire que quand je combattais, je voyais mon adversaire, mais on dirait j'étais là, j'étais là, j'étais présent, juste présent et je regardais mon adversaire. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Parce qu'après, moi, comme Mais tu fracassais un peu quand même en le regardant. je fracassais, mais... Mais non, justement, je pense que c'est là qu'étaient toutes tes c'était- défaites. Ouais, c'est là, il y sûr. avait mes défaites, parce que Enfin, quand je dis je... toutes, il y a pas beaucoup. hein. La- Quand la je dis c'est plupart là de que mes viennent défaites. tes défaites. voilà. Exactement, parce que la plupart de mes défaites, bah, j'étais présent. On repart. est de bien. retour. J'espère que ça va pas redémarrer. Attendez, attention à vous. Voilà. C'est bon. Là, On est bon. On est bien. bon. Allez, c'est parti. 1, 2, 1, 2. On est bon Boum, et c'est boum. beaucoup plus pur, effectivement. Exact. Bien joué. Donc ouais, comme je te disais, ouais, j'étais spectateur et après, bah, tout à l'heure on parlait de la prépa mentale. Je savais que je suis fort, enfin, je sais que je suis fort, mais j'ai un manque de mental. Donc du coup, il fallait que je trouve un moyen pour pouvoir avoir plus confiance. Du coup, bah, quand j'ai commencé à travailler avec mes préparateurs mentaux, bah, direct, ils m'ont mis en confiance, ils m'ont dit voilà tes avantages, voilà ce que tu sais faire. Ils m'ont remis en question. Parce que souvent, on se dit ouais, la prépa mentale, c'est quoi en fait la prépa mentale? Bah, ça te permet en fait, ils te posent des questions, des vraies questions, pour savoir où est-ce que t'en es, mais qu'est-ce que tu veux faire. Et du coup, grâce à ça, aujourd'hui, j'ai plus confiance. Parce qu'avant, Ouais, t'es j'avais plus vraiment serein, pas... quoi. T'es plus Ah, serein. avant, Ouais. j'avais vraiment pas confiance. Hein. T'as senti une vraie différence? Parlons 2 secondes de la préparation mentale parce qu'on a un vrai préparateur physique et donc forcément à un moment ou à un autre t'as dû te confronter à ça. Alors on va voir si toi c'est quelque chose qui est important pour toi ou pas. T'as senti la différence vraiment? Ah. Parce que c'est un énorme sujet. Il y a en ce moment 2 sujets, la préparation mentale et la charge. Ouais. C'est vrai, hein. Ouais, c'est c'est vrai. des vrais sujets en C'est ce vrai, moment. ouais. Mais c'est normal, avec l'apparition d'un sport comme le MMA, c'est tout à fait normal. T'as vu la différence, toi, entre le moment où tu n'étais pas préparé mentalement Ouais. et le moment où tu as commencé à travailler dessus, Complètement. en tant que combattant? Complètement, parce que ça m'a mis en confiance totale. Faut savoir que pendant 2-3 ans, je faisais pas de compétition. Donc du coup, il fallait que je combatte. Donc il y en a, ils ont dû me voir en grappling faire des compétitions à la CFG et plein de choses comme ça. Mais le problème, c'est que même si je faisais des compétitions, j'étais pas confiant. C'est-à-dire que même si je prenais des ceintures en grappling, que je combattais des gens, je me disais toujours merde, je suis pas tombé sur. Ça se peut que je suis pas tombé sur des mecs qui soient vraiment forts. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'avais une perte de confiance. Et pourtant, on me disait, t'es fort, t'es fort. Mais dans ma tête, je me disais, mais c'est impossible, je suis pas fort. Je suis pas fort. Quand je regarde les mecs, et j'aime bien voir par rapport aux autres. C'est-à-dire que quand je regarde les mecs de l'UFC, je me dis, mais je suis loin en fait. Je suis loin. Et même si C'est pas très bon ça, hein, de faire ça. Hein. c'est pas bon, mais ça m'aide à me dire, à me dire, voilà, c'est mon objectif. Donc du coup, si De voir j'arrive comme un à... objectif. Voilà, c'est mon objectif. Donc du coup, si je les vois et que je me dis c'est pas bon, c'est vrai que c'est dur, mais au moins je me mens pas à moi-même. Je déteste, j'aime pas me mentir. Si je suis nul, bah... Oui, mais en te disant je suis nul, je suis pas bon, tu te mens un peu à toi-même aussi quand même. Oh, C'est beau ce que tu dis, Jérémy. wow. Peut-être. Non mais tu dis j'aime pas me mentir à toi-même, mais c'est vrai que ça peut être pris comme une blague, mais c'est à peine une blague. Ouais, non, T'es c'est fort, vrai. enfin t'es Je doué. suis fort. Ouais, Je veux dire, on doué. sait tous ici Ouais, autour de la maintenant, table que ouais. t'es très doué.
te dire je suis pas doué, je suis pas fort, machin. C'était aussi... comme ça que je pensais. Hein. Aujourd'hui, elle est autre, ma mentalité. D'accord. Mais avant, j'étais vraiment. Je me disais, mais c'est pas possible. Parce que faut savoir que quand j'ai commencé, par exemple, les sports de combat, quand j'ai commencé les compétitions de jiu-jitsu, je perdais beaucoup. Vraiment, un jour, le premier Spirit, quand je l'ai fait, j'ai perdu. Il n'y a personne qui a vu ça. Heureusement que William ou Kader n'étaient pas là. Mais je suis parti dans les vestiaires. Mais je voulais casser les vestiaires. J'étais énervé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je m'entraîne tous les jours et je me fais éclater normal comme ça. Donc du coup, c'était compliqué pour moi d'avoir confiance. Plus je perdais, plus je me disais, mais en fait, je suis pas fait pour faire des sports de combat. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer ? La victoire ou la défaite quand on a un combattant qui a ce... C'est pas négatif quand je dis ça, mais qui a ce type de réaction. Il faut pas se prendre le cerveau. Tu sais ce qu'il faut faire. Moi, c'est ce que je dis à tous les combattants. La victoire efface la défaite efface la victoire. Tu dis, faut pas se prendre le cerveau. C'est un sport comme ça, t'es obligé de te prendre le cerveau. Ça ne Oui, peut que passer par le mental. Oui, mais c'est pas ça. Si tu commences à te morfondre parce que tu as perdu, va faire autre chose. Le sport, tu perds souvent. Ouais, tu vas pas tout le temps gagner. C'est Lui, qu'est-ce qui fait qu'il a ce succès aujourd'hui ? C'est qu'il n'a perd. pas lâché. Ouais, c'est ça. C'est tout. C'est ça. Et- Il a perdu, il a dit merde, je suis pas fait pour ça, mais il est toujours là. Ouais, c'est vrai. Mais il y a un truc où le MMA, je pense que c'est un sport spécifiquement compliqué à perdre. Ouais. C'est pas comme la boxe thaï. La boxe thaï, t'as une carrière de 50, C'est 100 vrai, combats. c'est vrai. MMA, c'est 2 combats par an quand t'es un champion, Anderson Silva par exemple. Et quand t'en perds un, c'est catastrophique. À l'UFC. À l'UFC, c'est Non, vrai. mais exact. même pour les Français. Exact. Les Français, le gros problème que j'ai en France, parce que j'ai pas mal de combattants pro français maintenant, j'ai monté une petite team. Le problème, c'est que nous, les Français, comme c'est pas légal ici, on va combattre à l'étranger. Donc quand tu combats à l'étranger, déjà, tu prends un mec local. Déjà, pour le taper, il faut ou le finir ou le mettre KO. Il y a beaucoup d'arnaques. Donc, c'est compliqué. Franchement, c'est très compliqué pour les Français. C'est pour Oui, ça que... Michael Lebou en avait parlé Bah oui, aussi de c'est pour ça. ça Et que- tu lui dis à l'étranger, tu finis, c'est sinon. dur. Voilà, c'est c'est pour dur. ça que la légalisation du MMA, ça a du bon, parce qu'on pourra organiser des combats On sur pourra notre tricher, territoire. nous aussi. Voilà, exactement. Non, mais il y aura Voilà. une commission. On n'est pas comme ça, nous les Français. Je On pense qu'il y aura une commission On va d'arbitre. faire comme tout le monde, voilà. On n'est pas comme ça. Nous Et aussi. bon, et bon, la prépa mentale, bien sûr, elle est importante. À mon époque, ça n'existait pas. C'est vrai que même moi, en tant que combattant, des fois, l'entraîneur, il nous lâchait dans le vestiaire tout seul comme ça. On regardait le plafond. Voilà, quoi. C'est à l'ancienne. Tu te regardes dans la glace, je suis le meilleur, je vais le défoncer. Bah, de toute façon, tu n'avais aucun outil. C'est vrai que maintenant, on a beaucoup d'outils. Mais je vais vous dire honnêtement, moi, ce que je fais avec mes combattants, des bonnes tartes pour les réveiller avant le combat, ça vous met bien dans le combat. Non, mais Non, tu peux pas dire ça comme ça. Explique. non. Il a peur, c'est genre, ouais, c'est relou Non, quand non, même, non, un peu. non, Je vais mais peut-être je pas parle changer pas- l'entraîne. Non, mais Chacun a sa façon de faire. hein. Non, mais je parle pas des gifs, mais je parle déjà de les réveiller. Réveiller, Parce ouais. que souvent, C'est vrai. l'attente, elle est longue, tu es dans le vestiaire, il y a un moment, tu t'endors. J'ai été combattant. Donc, pas de MMA, mais de boxe thaï. La boxe thaï, c'est pareil, c'est dur. Tu prends des coups et tout. Donc, et des fois, Je trouve que c'est même plus dur que le ouais, MMA. l'attente, on Le s'endort. MMA, tu et peux tout. respirer à un moment en le prenant, en te mettre un. Viens, on fait un câlin, viens, on fait un câlin. Mais tu t'endors. Des fois, tu t'endors et tout. Donc, il faut réveiller l'athlète. Des fois, comme il dit, ses premiers combats, il n'était pas là. C'est parce qu'il était un peu endormi. Il était spectateur de son combat. C'est un sport super dur. Le truc, c'est pas lâcher. C'est tout. Croire en son potentiel, comme j'ai dit, se concentrer sur ce que tu sais faire et beaucoup t'entraîner. La connerie, quand tout le monde dit entraînement dur, combat facile, c'est pas vrai ça. C'est pas Le vrai. mec qui a inventé ça, c'est de la merde. Ah, pourquoi? C'est combat, entraînement Bah, dur, tu peux faire dur et entraînement combat dur, combat dur. Combat dur. Voilà, De A à Z. exactement. De A à C'est Z. super Tu dur. peux t'entraîner comme un ouf C'est et arriver super à dur. perdre. Exactement. Et après, tu vas dire quoi? Tu vas pas Eh dire oui. Et vice-versa. entraînement dur, combat facile. Et des fois, tu C'est fais un impossible. mauvais camp d'entraînement et tu arrives dans le combat, t'es au top. Le plus important, c'est si le camp d'entraînement est intelligent. Si tu as un camp qui est intelligent, c'est sûr que tu vas gagner. Mais si tu es là, tu fais tout à la dure, j'étais comme ça. Non, Moi, tu j'étais peux pas, pareil. tu peux pas. Non, De tu peux A à Z, je m'entraînais comme un C'est ouf, trop dur. du matin jusqu'au soir. Et j'en parlais récemment avec Pico, l'un de mes entraîneurs. Il disait, bah, regarde, avant tu t'entraînais comme un ouf, bah, tu gagnais pas. Aujourd'hui, tu t'entraînes correctement et tu gagnes bien. C'est quoi s'entraîner intelligemment? Ne pas s'entraîner dur tous les jours déjà. Faire attention à pas se blesser. Ne pas, par exemple, il fait 57 kilos, ne pas tourner avec des mecs de 80 kilos. Ouais, ça sert Non à mais rien. ne pas faire un sparring 10 jours avant le combat. Par exemple, tu es dans un camp d'entraînement, t'entraînes pas avec des mecs que tu connais pas. Je veux dire, c'est des petits trucs que C'est tu des vois. petits trucs qui Tu sont vois avec importants. l'expérience qui sont importants. Et
faut pas oublier que le gars, quand il arrive déjà sans blessure, il a déjà gagné une première bataille. Ouais. Chaque détail compte. Voilà, hein. exactement, Chaque détail compte. Les gens ils se rendent pas compte. Moi aujourd'hui, plus je suis en train de mûrir d'âge et en expérience, et plus je me rends compte que ce soit n'importe quel sport, chaque détail compte. Quand tu fais quelque chose en professionnel ou quand tu veux aller quelque part, si tu fais une erreur, moi je vais le dire psychologiquement, si je sais que là sur mon camp d'entraînement, je fais des choses qui sont mauvaises, je sais que quand j'allais là-bas, je vais pas Ouais, me ça va sentir le bien. perturber. Ça va me perturber. Je vous raconter un truc sur Anderson Silva avant son combat. 3 semaines avant son combat, contre Nick Diaz. Moi, j'étais aux États-Unis, j'entraînais Dan, mais après, j'ai quitté la Team Quest. Anderson m'a rappelé pour le réentraîner. Et je suis avec lui, quand il s'est fracturé le tibia, il est revenu à Las Vegas contre Nick Diaz. Et on faisait son camp. Il n'y avait que des Brésiliens. Il faisait n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Moi, il m'a demandé de l'entraîner. Et en fait, 3 semaines avant, il met les gants avec, vous connaissez Roundtree. Il est venu à la MMA Factory. Qui ça Oui, Roundtree. Khalil Roundtree. Khalil Roundtree. Ouais, ouais. Lui, je l'avais entraîné à... Alors là, ça me dit rien du tout. C'est un C'est son black... petit, c'est son petit en fait. D'accord, ok. C'est un black énorme, Il est tape fort. super fort. Il est fort, ouais. Et donc, il tournait avec nous, il faisait beaucoup de sparring avec Anderson. Il fait sparring avec Anderson, et il envoie Anderson commence à jouer un peu. Il fait pas un coup de poing retourné, mais KO Anderson. Oh, merde. Aïe, 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 aïe. À 3 semaines du combat. 3 semaines du combat. T'imagines, toi, tout le monde refroidit. Parce que psychologiquement, c'est dur, là. Ah. Déjà, le KO en lui-même, c'est pas bon, parce que pour récupérer pour le combat, en plus, un combat de reprise après une fracture du tibia, Ah ouais, c'est chaud. tu vois, des fois, et moi, c'est moi qui étais dans la cage et j'arbitrais. Je l'ai vu tomber, je l'ai ramassé et tout. T'inquiète pas, Anderson et tout. C'est chaud, tu sais même pas quoi dire dans ces cas-là. Donc il y a des situations des fois. Et il a fait quoi du coup pour le Diaz parce que Non, j'ai il a pas vu. gagné, il a gagné. Et, Anderson a gagné. Ouais, il a gagné Ouais, Anderson. mais c'était un combat un peu C'était un étrange. combat, ouais, un peu space. Mais tu sens qu'il avait du mal. Bah, après une grosse fracture. Mais je veux dire par là, des fois, il faut faire attention à l'entraînement. Et une fois, Anderson, il avait fait un truc de ouf. C'était à la team Nogueira à Rio. Il avait, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'entraîner avec des gens que tu ne connais pas. On faisait le camp d'entraînement d'Anderson. Et il y avait un gars à l'extérieur, il était chaud, il voulait mettre les gants. Et Anderson, il est un peu ouf, hein, des fois, dans ses... Ouais, vas-y, ramène-le. Oui, un peu provocateur, Voilà, on vas-y, connaît son ramène-le, on va jeu. mettre les gants et tout. Le mec est rentré dans la cage, il se tapait vraiment avec Anderson. Attends, t'as une seule occasion dans ta vie de le mettre KO, t'y vas. Hein. Sauf qu'Anderson, à un moment, il s'est chauffé, quoi. Il lui a mis un kick sous l'œil du gars. Mais j'ai jamais vu ça. Il a gonflé instantanément. Quand il est tombé, il allait le taper comme... Grand Pan. Ouais, qu'est-ce que tu fais et tout. Mec, à l'hôpital et tout. J'ai putain, mais c'est pas des fous, les mecs. Le gars, la chance qu'il a. Le gars, il aurait pu porter plainte quand tu regardes. Mais bon, au c'est lui Brésil, qui l'a cherché. Mais non, mais au Brésil, Ah ouais, mais les- ça, tu crois que Alors, tu s'il vois. porte plainte, il non, porte mais il y a plainte. des histoires, mais ben voilà, quoi. Mais parce qu'il a été encensé par des gars, tu vois, c'est compliqué. Il faut vraiment rester dans sa bulle, il faut faire vraiment attention. Et c'est vrai, il faut vraiment avoir une grande confiance à ses coachs. Ah ouais. C'est ça en fait, c'est vraiment la clé du truc. On l'a souvent entendu, c'était surtout. Enfin, en tout cas, alors moi, Adrien, je l'avais réalisé quand on avait reçu Gaëtan Dambo, Ouais. qui fait de la boxe taille. Boxe taille. Ouais. Voilà. Il a combattu Petrosian il n'y a pas longtemps. c'est ça Exactement. Exactement. Ok. Et en fait, il nous expliquait que tout ça, c'est un travail d'équipe en fait. Bah, bien Que sûr. lui, il est juste la résultante de 5-6 personnes qui ont bossé sur lui. Et je comprenais pas trop, moi. Mais l'énergie est importante. C'est ça. Quand tu vas avec ton coach, il faut que quand j'emmène les gars au combat. Qu'il le façonne en fait. Mais si tu voyais quand j'emmène les gars au combat, comment on se tape des barres de rire. Ouais, Même avec les c'est Brésiliens, hein. important, hein. Même avec les Machida, on rigole. On se concentre au moment de se concentrer, c'est-à-dire dans le vestiaire. Avant, ça sert à rien. Je veux dire, de toute façon, tu vas stresser pour rien, tu vas consommer de l'énergie à... Guerre, Donc, il guerre, faut- guerre, voilà, guerre, voilà. guerre, guerre. Non, non. Dans ta tête, t'es tout le temps guerre, guerre, Voilà, guerre. Et il au faut- final, Il faut relâcher, on va se balader, on rigole, des conneries, tu vois. Il est comme ça, Fernand, un peu. On voit quelqu'un de très sérieux, avec une image comme ça, très dure, très sérieuse jusqu'au bout. il est sérieux jusqu'au bout, mais il sait faire la part des choses. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes combats avec lui, mes tout premiers combats. Il sait ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il sait quand est-ce qu'il faut relâcher, quand est-ce qu'il faut mettre bien l'athlète, et il sait quand est-ce que, voilà, là c'est l'heure du combat, il faut se remettre tout doucement, mais il faut qu'on y aille. Je pense que c'est ça le plus difficile, c'est d'arriver, et ça, en étant entraîneur, coach, ça doit certainement être le plus difficile, en fait, arriver à faire la part des choses. Ouais. Savoir que là, il faut que le combattant relâche, C'est ça. là, il faut qu'il soit Ça, c'est focus. l'expérience. Il faut- d'empathie. ça doit être Ça, c'est extrêmement l'expérience, compliqué. ça s'appelle. Extrêmement. C'est l'expérience. Le problème, ça s'apprend pas. T'as beau avoir les diplômes que tu veux, ça C'est s'apprend que dans pas. le terrain, C'est c'est- le terrain, ça. Tu vas dans le terrain, tu testes, tu fais. Malheureusement, Exactement. comme on dit souvent, les combats, des fois, c'est des terrains. Moi, Exactement. avec les enfants, quand je vais faire les compétitions, moi, c'est un laboratoire. Et c'est C'est exactement, là où il a tu dit le mot. apprends. C'est un laboratoire.
laboratoire, même l'entraînement. Mais bien sûr, Même tout est l'entraînement, laboratoire. c'est laboratoire. Même quand tu parles avec des gens, moi là je parle avec vous, mais je suis en train d'apprendre plein de choses, tu vois. Et c'est un laboratoire, t'apprends. Pas forcément le meilleur là, quand même, je te le dis très clairement. Donc en gros, les fois. enfants, en gros, ils payent un petit peu ton apprentissage. C'est-à-dire que c'est un Mais- peu tes rats de laboratoire. Ah, quoi. mais complètement. C'est bien ça. Je- Bravo. bah ouais. Tu vas utiliser sur ta page, voilà, les Bah, parents. mais on l'accepte, autant que c'est le rat de laboratoire de Fernand. Fernand. autant Tu que- testes, tu testes des entraînements, tu C'est testes ça. bien sûr. Mais par contre, moi ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de coachs, avant d'être coach, ils sont fans. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de coachs avant c'est pas des vrais coachs en fait. Et j'allais y venir, Ouais. c'était pas compliqué pour toi ça justement. Ouais, moi je suis pas fan moi. J'en ai rien à Toi, pense que c'est Dan important. Anderson, Ah, ça, Anderson je m'en fous, Silva, moi, t'en je suis avais pas fan. rien à faire. Je suis pas Écoutez, fan. j'ai entraîné Tarek Safedine. Tarek Safedine, c'était le premier belge à aller à l'UFC. On a Ouais. gagné la ceinture du Strikeforce ensemble. Je l'ai entraîné 4 ans, je l'ai fait évoluer. Il a combattu à l'UFC contre Rory McDonald. Il avait même fait le main event à Singapour. J'étais avec lui et tout. On s'embrouille. Hein. Moi, je lui dis, je vais pas aller derrière toi. Mais le problème, c'est les gens qui sont autour. Ils sont fans. Donc, ça te déstabilise, toi. Moi, franchement, je me concentre sur mon travail. Je suis professionnel. Je dis pas que je suis parfait. Hein. Je fais plein d'erreurs. J'essaye d'être le mieux. On est tous humains. Voilà, on va te exactement. dire. On est tous des humains. Mais il y a beaucoup de coachs qui sont trop fans. Et Donc, ça peut pas fonctionner parce que tu ça manques peut pas fonctionner. d'objectivité. Exactement. Et alors, attends, truc peut-être plus pour toi, Samir. Le concept, c'est quand on est combattant, il faut aussi accepter que son coach, en qui tu as toute confiance, parfois se trompe. C'est difficile, ça, un peu, non? Parfois quoi? Il faut accepter que ton coach se soit planté des fois. Ça arrive. Et Ça peut comment arriver. on le gère, ça? Parce qu'il se trompe des fois, et toi, tu t'es trompé, Bien tu sûr. l'avoues. Enfin, je sais pas, il y a un truc où c'est... On a fait des erreurs stratégiques, le combat a merdé. ça Bah, arrive, le voilà. truc, c'est que même si c'est ton coach, dans tous les cas, même sur la stratégie, je pense que déjà, on en parle. Donc, du coup, t'acceptes ce qu'il dit. Et donc, Les torts sont partagés. les torts sont partagés, mais je pense que des fois, tu dis, ok, c'est mon coach, bah, peut-être qu'il a raison. Maintenant, les erreurs, ça arrive tout le temps, mais je pense qu'il faut apprendre de ses erreurs. Tu peux pas à chaque fois te dire, ouais, c'est de la faute du coach, ouais, c'est de la faute de ceci. Des fois, c'est de la faute du coach, des fois, c'est de ta faute. Des fois, c'est l'ensemble des coachs qui font l'erreur. Donc, il faut l'accepter et juste avancer. Je pense que c'est important. De toute façon, il Évidemment. faut s'adapter. Par exemple, tu mets en place une stratégie et t'arrives le jour du combat, ça n'a rien à voir. Combien de fois ça n'a rien à voir? Ouais. Le mec, il n'arrive pas comme tu croyais qu'il allait arriver. Et là, boum, tu t'es Ben, planté sur tout ce que tu as préparé. C'est du MMA. Ouais. C'est l'adaptation. Ouais, Je veux dire, évidemment. normalement, tu as tout entraîné. Normalement, tu Ouais, dois, c'est vrai, tu vois ce que je veux T'es dire. déjà prêt. Voilà, en fait. je veux dire, comme ils disaient les Brésiliens, ça marche pas debout, je vais au sol. Ouais. Ça marche pas au sol, je vais debout. Ouais. Tu sais, il faut être simple. Le problème des gens, c'est qu'ils se prennent trop la Trop la tête. tête, ouais, Voilà, c'est vrai. il faut être simple. Voilà, il faut faire des trucs qui fonctionnent. Ouais, après le truc d'être simple, excusez-moi, je reviens, on a l'impression que j'écoute pas, je suis là, j'écoute, mais en fait j'écoute complètement. Le problème d'être simple, c'est est-ce que ça te freine pas aussi à un moment? Parce que est-ce que être simple aussi, ça va pas te dire, bon bah c'est bien, après tout, on vient pas me chercher, on veut pas de moi, ou on veut de moi, mais c'est pas mon truc parce que je suis quelqu'un de simple. Non, Est-ce ça n'a que rien dans- à voir avec ce que tu simple. Je veux dire dans le sens dans ta pratique. C'est-à-dire que il faut pas inventer des coups spectaculaires que tu n'arriveras pas à gérer. Quand je parle de simple, C'est je le- parle- Et c'est le mec qui a coaché Anderson Silva parle- qui dit ça. hein. il faut travailler les fondamentaux. C'est ça que moi je veux dire, une simplicité dans le combat. Par exemple, moi ce que j'observe, c'est qu'il y en a plein, on les voit frapper au pas d'ours, on leur a fait des trucs incroyables. Quand tu arrives dans la cage, ils C'est font autre pas, chose. ils le font pas. Ouais. Parce que pourquoi? Donc déjà ils perdent du temps à faire ça. Déjà parce que l'entraînement de MMA, il faut optimiser l'entraînement. Il y a tellement de choses à apprendre qu'il faut aller dans le simple. C'est ça que je veux dire. D'accord. Par exemple, on voit jamais les gens travailler sur comment utiliser l'espace de la cage. Là, par exemple, j'ai envoyé un petit jeune chez nous pour combattre en Angleterre, son premier pro début. Il vient pas souvent, et donc il s'entraîne pas. Il a pas ma méthodologie. Je l'ai vu dans la cage, il était complètement perdu parce que le combat commence debout, aucune notion de distance, aucune notion de déplacement. Donc tu te fais péter la gueule, littéralement. Il vient du Tu sol, vois, il vient c'est- du sol lui à la base? Non, il est complet, il était au-dessus du gars, sauf qu'il n'avait pas les fondamentaux. Donc il faut aller vraiment, il faut Attends, aller dans le simple. C'était quoi les fondamentaux qui Bah, lui déjà, manquaient? déjà, ce qui lui manquait, L'espace. voilà, la déjà, distance. voilà, exactement. Tu commences le combat, le gars il est en face de toi. Déjà, tu jauges les déplacements, faut savoir cadrer. Si tu sais cadrer, si tu maîtrises l'espace, si tu maîtrises la distance, le gars il te touche pas. Et automatiquement, si tu sais faire ça, psychologiquement, ton psychologique il va être au top. Parce que tu sais qu'il va rien t'arriver dans la cage. C'est ça qu'ils comprennent pas. C'est sur le plan technique, tu arrives à renforcer ton psychologique. Tu vois, juste par des petits détails. Et après, chacun sa méthode. Je veux dire, moi, j'ai pas la méthode infaillible. Je veux dire, tout le monde a sa méthode. Mais je veux dire, moi, c'est mon point de vue avec l'expérience que j'ai, je l'ai vu, quoi.
Ça paraît. En fait, à vous écouter, on a l'impression que. C'est facile. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas facile. Quand on connaît pas, on croit que c'est facile. On croit que c'est facile de se La vie, elle préparer. est pas facile. Hein. Le sol, c'est pas facile. rien Oui, n'est facile. Ouais, de spécifiquement, en De tout ouf. cas, a priori, Il y a plein de. il y a Tout plein est de- difficile après, ça La dépend. blessure, il peut combattre, se blesser, Bah ouais. il gagne le combat, je sais pas, il fait un faux mouvement. C'est dur. Je hein, fais un c'est salto, je sport tombe très dans la dur. tête. C'est vrai que c'est ton sport truc très un dur. peu. Tu fais des saltos, non, à la fin de combat, le tour de truc. Ouais, Tu t'es fait ouais. mal sur le dernier ou t'es tombé? C'était pas ça le truc? Je vais te dire, franchement, je me suis pas du tout fait mal. Je savais en fait que j'allais le rater. Réellement, je savais. C'est Après, juste il que a raté, t'as raté. par coup de folie. C'est vraiment par coup de Ah folie. ouais, je comprends. Ah, j'étais content. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Alors, là, un peu immersion dans la cage et après, je crois qu'il faut que tu y ailles. C'est ça Ouais. que tu essayes de me dire avec tes yeux. Exactement. J'ai bien gratté là. Ouais, je sais, on y va. Juste un truc, quand tu gagnes, parce que c'est marrant, j'ai regardé ce combat sur YouTube. Et effectivement, on voit que tu lances ce salto et on voit que tu le lances un peu par réflexe et on voit machin. Qu'est-ce qui te fait plaisir? D'avoir gagné ou d'avoir gagné, de te dire ça y est, c'est fini, je risque plus rien? Ce qui fait que j'ai. Bah, non, en fait, c'est le tout. Parce qu'il faut savoir que sur la prépa, il y a eu des hauts et des bas. Les gens voient le combat, mais ce qui est le plus intéressant, c'est l'avant-combat, la préparation du combat. Parce qu'il faut savoir que tu es avec tes coachs, des fois on fait des modifications, des fois tu parles avec ton coach et ça va pas. Moi, là par exemple, les derniers combats que j'ai eus, j'étais avec Pico et Tonton. En tant que pour le MMA et Lopez toujours au-dessus pour voir comment ça se passe, mais faut savoir qu'il y a eu des hauts et des bas avec Pico. On s'est embrouillé, il me disait ouais tu peux gagner, tu peux pas gagner, en fait si, mais non, mais là, mais et du coup moi dans ma tête c'était le feu, c'était un truc de ouf, et en plus de ça il y a la préparation physique, il y a ceci, donc du coup ton corps il est fatigué, donc à la fin du combat je gagne, je me dis mais putain, tout ce qui s'est passé là. Oh mec. Et Ouais, quand et- tu lèves les bras, ça doit être. Ah c'est énorme, et en même temps je me dis après 3 ans de 2 ans où j'ai pas combattu et derrière je reviens avec 3 victoires et j'enchaîne avec cette ceinture. Mais et je dis les gens, je m'en fous. Mais J'ai des mon fois, salto, je rate, je m'en Et fous. des fois, le fait que tu sois arrêté 2 ans, peut-être ça t'a fait du bien. en fait. Oui et non, parce que il y en a, je pense qu'ils auraient pu arrêter. 2 ans où tu fais rien. C'est dur de revenir. C'est dur, hein. long, hein. Ouais, C'est C'est très long, très dur 2 ans. parce que 2 ans. Regarde, le pire c'est quoi? C'est que moi j'ai eu au moins 12 combats annulés. Ouais, C'est-à-dire c'est que compliqué, ça, t'es c'est là, vrai que tu c'est t'entraînes, tu t'échauffes, t'as Ouais, c'est envie, dur. on te dit non. Un jour, je me souviens même, j'étais prêt, j'avais tout préparé. J'étais juste au bord de mon lit, je voyais mon sac. Je dis allez, c'est parti. Coup de téléphone, Lopez, je me dis oh, c'est rien. Mais je savais déjà en fait. Donc dès que je l'ai rappelé, il m'a dit ouais, c'est annulé. Ah, c'est chiant ça, ouais, c'est dur. Ah, j'ai dit putain. Ça, c'est Avec dur. le niveau d'intensité, on va pas dire ni stress, ni peur, ni joie, ni ce que tu veux. Le niveau d'intensité que tu mets dans un camp, Ouais. que tu mets dans une préparation, comment ton corps réagit quand on te dit c'est annulé? Parce que une fois de plus, je Il nous retourne se place. coucher. Voilà, moi je me dis ouf, c'est bon, je vais pouvoir manger, je vais avec les copains, je vais rigoler, la vie reprend normalement. Ouais. Mais toi, c'est ton vrai, c'est ton métier et tu Ouais. as choisi de faire ça. Ouais. C'est quoi ta réaction? Ah, ça me saoule. Vraiment. Réellement, ça me saoule parce que tu dis, t'as investi du temps, t'as investi pour ceux qui ont de l'argent, t'as investi. En fait, t'as tout investi sur ça. Moi, par exemple, je le dis en réalité, moi j'investis tout sur mon sport. C'est-à-dire que des fois, je pourrais continuer mes études, je pourrais travailler comme tout le monde. Non, j'ai choisi de faire du MMA et du coup, ça demande beaucoup de contraintes. Comment tu gères cette frustration? Comment tu la gères? Qu'est-ce que t'en fais? C'est-à-dire qu'on te dit ton combat est annulé, tu fais quoi? Tu retournes te coucher? Ça veut dire que vas tu faire seras un pas jogging, payé, ça veut dire que tu seras pas. C'est quoi ta réaction première? Ça m'énerve. Et tu retournes à l'entraînement. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Soit je m'arrête. C'est comme si t'es en voiture et d'un coup, t'as un objectif, bah, tu t'arrêtes. Tu dois aller à Marseille, mais ta voiture, elle marche plus. T'as le choix. Soit tu t'appelles une dépanneuse, et si t'as pas d'argent, bah, c'est mort. Soit tu continues, tu marches. Moi, Ça rejoint ce que personnellement, tu je disais marche. tout à l'heure, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le MMA, vu le peu de combats qu'on C'est peut ça. avoir, en fait, même ça qui est une défaite, en Ouais, fait, c'est une défaite.
Ah, c'est Parce qu'il y a une insupportable. sélection naturelle qui se fait en fait, savoir ceux qui vont continuer, bien sûr, continuer, c'est ça. continuer, Et c'est continuer. insupportable pour le combattant, mais pour le coach aussi. Déjà, tu prépares le gars, tu arrives au combat, le gars il dit c'est annulé, et ça arrive beaucoup ça. Hein. Ouais, C'est ouais. pour ça que c'est important de signer dans les grosses orgas, parce que les grosses orgas tout est planifié. Il y a des annulations bien sûr, mais Mais c'est généralement. rare. En général, ils trouvent un remplaçant ou un truc comme ça. Tu Là vois. le gars a dû refuser au dernier moment, il a flippé. Ça arrive beaucoup ça. Ça arrive hein. beaucoup. Ouais. Ils acceptent et après ils ont 2 peur. fois ça m'est arrivé. Ah hein. oui. Une fois Ouais. c'était le jour où je devais partir et une fois c'était contre le mec. Avec moi, j'ai dit non, stop, on arrête, je fais autre chose. Mais pour la ceinture, quand j'ai pris la ceinture, le gars, déjà, je devais le rencontrer il y a 5 ans. 5 ans avant ça, je devais le combattre et il avait annulé le jour même où j'y étais. J'ai encore même la vidéo où j'avais fait la pesée, j'étais chaud. Et au dernier moment, on dit bah non, c'est annulé parce qu'il est pas venu se peser, il est parti, il a fait n'importe quoi. Je peux te dire que ça Non, fout mais le mort. je le crois. Moi, ça m'est arrivé avec un combattant. Le mec, il était là pour combattre. C'est-à-dire qu'il s'est pesé, il est venu. Au moment où il allait combattre, c'était dans une réserve indienne. Le mec, il a disparu. Et on l'a jamais retrouvé. Là, il était plus honnête. On va revenir fait sur cette attraper. histoire de réserve indienne. Là, j'ai besoin de comprendre un petit peu ce qui se passe. Oui, Samir, qu'est-ce que tu fais? Tu nous dois y offres aller. un peu ton temps ou tu Allez. dois y aller? Non, dis-nous, Franchement, est-ce que tu veux partir ou est-ce que tu 5 restes? minutes, 5 petites minutes. Parce que je kiffe, j'adore. Ça En veut dire- plus, bon. comme j'ai dit, c'est un honneur de. C'est d'être quand avec même. Daniel Laurent, On vraiment. écoute l'histoire de la réserve indienne ou pas? Bah, bien sûr. Allez, tu vois, ça va. allez, qu'est-ce qui Ok. s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de réserve? Où est le feu? Mettez le feu là. Là, je vais vous expliquer. En fait, voilà, moi, j'habite en Californie, il y a plein de réserves indiennes. Il faut savoir que les réserves indiennes, ils ont leur propre loi, ils ont leur propre police. Donc, ce qui se passe, il y a beaucoup de combattants. Et surtout leur propre régime fiscal quand même, ce qui Ouais, permet sûrement. de mettre des casinos et des trucs comme Ouais, ça qui sont pas exactement, taxés. Voilà. exactement. Donc, il y a pas mal de. Ouais, il y a- alors, il faut quand même remettre les choses parce que là ça paraît idyllique et tout ça machin parce que oui c'est vrai qu'ils sont aidés par le gouvernement tout ça machin. Faut savoir que toutes leurs familles ont été massacrées, qu'on comprenne quand même comment on en est arrivé là. Non, mais c'est hyper important Oui, c'est parce qu'on vrai. a l'impression c'est cool. Non, mais je dirais un petit On va truc. tous partir là-bas. Non, mais je dirais juste un petit truc avant de Je raconter suis indien l'histoire. moi un peu. hein. Je vais vous dire un petit truc qui est assez choquant, juste avant de vous raconter cette histoire de réserve indienne. Trop bien. En fait, c'est pas tout le monde qui reçoit de l'argent. Les Sioux. Parce que moi, j'ai rencontré un Sioux à la Team Quest, s'entraînait avec nous. Je crois que c'était un Mexicain, il était Sioux. Et en fait, il est dans une réserve indienne. Et je lui disais, mais tu gagnes de l'argent. Il m'a dit, nous, on gagne pas d'argent. Parce que les Sioux se sont révoltés jusqu'au bout. Et tu sais ce qu'ils ont fait, qu'ils font, l'État américain? Ils les mettent avec des tribus. C'est-à-dire qu'ils les mettent dans les réserves indiennes avec des tribus qui peuvent pas se blairer. Donc ils se tapent sans arrêt. Et à eux ils Oh, leur donnent les pas de sioux bâtards. Non, quoi. ils ont pas de Sioux. Pas mal. Bon, Pas mal. voilà. Non. Bon, Ouais, l'histoire. oh ça va, ça va non? Ouais. Ça va. Ça passe. Ouais, Bon, ça passe. Bon, ouais, c'est pas terrible. Alors l'histoire. C'est bon ça va. Alors l'histoire de la réserve. En fait, aux États-Unis, quand tu combats, il faut faire des examens médicaux. Là-bas, il y a pas, c'est pas comme en France. Hein, ils n'ont pas d'argent, il faut tout payer. Donc il faut faire des examens des yeux, de la tête, ça revient à peu près à $1000. Donc le problème, il y a beaucoup de combattants qui n'ont pas d'argent. Mais réel, ils ont 2 boulots, c'est la misère. Dans les réserves indiennes, t'as besoin de rien du tout. Tu peux venir même charger comme un mulet, ça pose aucun problème. Il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test. Tu C'est viens, bon, ça. donc on ramenait beaucoup de combattants de la Team Quest dans les réserves indiennes, justement. Attendez, pour, excusez-moi une seconde. Vas-y, donc vas-y, on ramenait les combattants, les jeunes combattants dans les réserves indiennes pour faire les combats. Parce que c'était en fait pour faire leur Sherdog, quoi. Pour faire leur record. Oui, exactement. Donc ouais. on allait souvent dans les réserves. D'ailleurs, c'est un truc de fou. Il y avait 20 ou 30 combats, il y avait des musiciens, il y avait des groupes. Non, mais il fallait voir le truc. Ça doit être un délire. C'était un truc de malade. Et on ramenait des combattants. Des fois, et j'ai un combattant, je ne veux pas donner son nom. Ce qui s'est passé, il a combattu dans la réserve indienne. Écoutez bien l'histoire. Le Dave Herman que je vous parlais là du poids lourd, Ouais. il adorait les spice cakes. Vous savez, les Space cake, space ouais, cakes, space space cakes, pardon. Et lui, c'était un poids lourd, donc il les chargeait comme un malade. Il les mettait dans le frigo et il habitait avec un combattant à moi. Le mec, le jour du combat, il a tapé dans les gâteaux. Sauf qu'il était défoncé, quoi. Et il m'appelle, Daniel, j'ai pris les gâteaux de Dave. Mais Il savait pas? il savait pas. Il me dit, je lui dis, j'en ai rien à foutre. Tu vas combattre. Et il a été combattre comme ça. Il était déchiré. Il a gagné. Hein. Mais je veux dire, il voyait- Ah, donc il entre se les- jetait de l'eau. Il se jetait de l'eau avant de combattre. entre le stéroïde et le cannabis, il devait être bien quand même. Tu sais, avec tu vois. la chaleur, parce que. j'aurais kiffé voir ça. Non, mais la chaleur, avec la chaleur dans le désert et tout. Parce que c'est le désert. Hein. Moi, j'habitais dans le désert. Témécula, les réserves, il fait super chaud. Il se jetait de l'eau sur la gueule et tout. Il est parti au charbon. Il a déboîté le gars. Mais il se rappelait plus de rien. Il était défoncé, quoi.
Ça payait bien ces combats-là dans les non, réserves non, comme il y avait ça. pas d'argent. Il y avait En pas fait, je d'argent. pense que c'est j'ai beaucoup dû plus, gérer. c'est plus des souvenirs, je pense, Ouais, il qui y avait sont, pas qui d'argent. sont vraiment Non, ça intéressants. paye pas. Quel est le but pour toi de faire ça Intéressant, Ouais, c'est intéressant. super je sais Non, pas. mais moi, le but, c'est d'emmener mes gars à combattre et qui prennent de l'expérience Oui, pour un après petit les mecs dans palmarès. les gros shows. Voilà. On est Mais obligé après, c'est- tu c'est- dis c'est- pas que ça te fait quand même des souvenirs, parce que moi, en tant que combattant, moi, ce que je kiffe vraiment, c'est ce côté où aventure, où tu pars avec des coachs, avec Ah ouais, des c'est gens. vrai que c'est sympa. Tu vois, ça fait. C'est inoubliable. Ouais, mais ça, quand même, avec le recul, tu te dis pas aujourd'hui, j'aurais quand même pu lui éviter un combat fonce-dé comme ça et tout. Non, c'est mais- rigolo quand même. Mais non, mais le problème, c'est comme Sabir, le problème, c'est qu'il y avait que des combats refusés pour lui. C'était sans arrêt, une dizaine de combats. Donc là, il fallait qu'il combatte parce que sinon, il avance pas. Si tu combats pas, t'es pas vu, donc t'avances pas dans ton. C'est vrai. Donc il faut combattre pour essayer d'aller après dans les grands shows. D'ailleurs, après, il a combattu, bon, longtemps après, il a signé à l'UFC. C'était un Français, tu vois. Donc, bon, c'est un peu embrouillé. Ah, c'était un combattant français, ça Ouais. Stop, Non, stop. On le connaît Ouais, peut-être, ouais, mais je donnerai pas son nom parce Non, qu'on non, s'est non, sacrément non, embrouillé. et puis c'est rigolo. Et ouais, voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, quoi. Il a même fait l'Ultimate Fighter. Tu termines souvent par. Il y a eu des embrouilles quand Mais il même. y a toujours des embrouilles parce qu'en fait, le problème, c'est que les gars, ils commencent à monter justement. Ils signent à l'UFC. Ils commencent à tout ça à C'est se prendre dès pour que Dieu. ça commence à Voilà. parler de chèques, à Il y a de parler l'argent, ça tout est devient compliqué. Et puis c'est le sport de combat, même sans qu'il y ait de l'argent, Non, mais en quand fait, même, mais c'est un Daniel, sport doux. Tu me dis que tu as 50 ans passés, t'as Ouais, géré des quand mecs même. pendant 20 ans. Ah, mais Je veux dire, c'est que ça paraît être. Il y a peut-être Oui, un peu non. de toi, non? C'est peut-être toi qui est un peu dur, non? Non, c'est pas que je suis dur, mais moi, je crois que je suis trop entier. C'est-à-dire que c'est vrai que bon, t'as une personnalité qui est vraie en fait. ouais, voilà. Et donc du coup, Et tu peux eux, aimer ils comme disent ne pas pareil. aimer. Voilà, Eux, voilà. ils vont dire pareil. Ouais. Ouais, voilà, je suis entier, donc. Mais de toute façon, le clash, il est inévitable. Parce qu'à un moment, le gars, il monte, il commence à se dérouter un peu, il commence, il dit, à te manquer de respect, et puis moi, je suis assez sensible. Tu vois, donc. Mais je suis très ouvert, attention, je suis super cool. Hein. Des coachs comme moi, je suis très sympa, je suis humble, je dis bonjour à tout le monde, y a pas de. J'ai vraiment de l'humilité. Mais c'est vrai que des fois, parce que je mets tout mon cœur dans le truc. C'est-à-dire que le mec, je l'entraîne, je le fais monter, je lui fais gagner de l'argent quand même, parce qu'il progresse. En fait, t'es souvent déçu. Ouais, mais bon, c'est mon côté naïf. Hein. C'est que, voilà, quoi, on donne trop et à la fin. Mais ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu sais, là, tu coaches encore, tu prends un gars, là, il fait 2, 3 combats, 5, 6, tu sais que ça va forcément terminer par un moment, un clash. Il y a un Ça moment, il va termine jamais bouger. Parce que le problème, ils sont trop sollicités, ces combattants. Je suis sûr que lui, il a déjà été sollicité par Ouais. d'autres managers, il a été sollicité par d'autres entraîneurs. C'est une réalité, ça Mais arrive oui. souvent. Ouais, c'est vrai. Par derrière. Ouais, Franchement, viens, je je vais pas te t'entraîne. mentir, Mais oui. vous rapportez J'ai- rien aujourd'hui. J'ai déjà. Si, oui, si, mais si, il rapporte. peut-être pas Ouais, au niveau de maintenant, mais l'image. Il l'image. rapporte au niveau de l'image. moi j'en ai eu déjà, Ah oui. j'ai déjà eu des gens qui viennent, qui me disent ouais, mais vas-y, en ce moment tu combats pas au MMA Factory, t'as rien, vas-y, viens chez nous. Ah Je me oui. dis, bon, on Ça verra. fait de la pub pour sa Mais en gym. vrai, je m'en fous, je suis quelque part. C'est même des managers. Là récemment, j'ai eu un mec qui m'a dit ouais, je suis manager il m'a sorti tout le monde, Demetrius, ceci cela. Si tu veux, viens avec nous. On est en Californie, je sais pas quoi. En Floride et tout. Je lui dis c'est très gentil de ta part, mais pour le moment je suis avec le MMA Factory. Mais il a raison, il a raison. Il faut rester Ouais, avec, mais alors il y a un truc quand même aussi, c'est qu'aux États-Unis ça paye un petit peu plus, ça Ouais. machin. Non, pas Non, mais tenter. c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Ouais, c'est en J'ai fait habité aux États-Unis, c'est. Tiens, raconte-nous ça. C'était une ça autre intéresse. époque. quand c'était tu une autre connais, époque. quand tu connais, c'est autre chose. C'est pas Aujourd'hui, ça. tu penses que tu parce que nous, en vrai, quand t'es pas dedans, tu crois que tu gagnes, mais en vrai, tu gagnes que dalle. Hein. Même Mais à réellement, l'UFC. même à l'UFC, Ça, y a personne j'aimerais qui qu'on en parle, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Après, allez, on est à l'américaine. C'est quoi ton salaire de combattant? Je parle pas d'entraîneur, tout ça machin. Ton salaire de combattant, comment ça marche? Comment ça fonctionne? sans dire de Allez, sans Dans forcément un de montant. montant. le SMIC Au combat ou au mois le mois? au combat. Combat, c'est pas au mois le mois. C'est-à-dire que- Ça n'existe pas ça. C'est-à-dire que. Non, mais je veux juste que tout le monde l'entende Ouais, en mais fait. c'est Et si je incroyable. pose pas les questions. Non, mais c'est un t'as truc. raison. Non, mais Attends, donc c'est ça veut ça. dire qu'à chaque combat, tu touches le SMIC. Le 1500 SMIC. balles. Ouais, voilà. Derrière, il faut payer. il faut payer plein de trucs. Le manager, faut payer les coachs, faut payer et encore heureusement j'ai de la chance parce que c'est le MMA Factory qui s'occupe de moi, donc en vrai Tu payes pas tes entraînements, entre guillemets. Ah si. Si, Comme quand il- même. Comme il Si, si, si. comme Ouais, comme tu il payes reverse. les 20, Ouais, je ouais. reverse quand même un Ouais. pourcentage à la salle et au management, mais en vrai de vrai tu gagnes pas autant Donc que tu ça, gagnes hein. rien.
tu gagnes rien. La seule chose qui fait que tu gagnes, c'est quand tu as tes sponsors, quand tu as des gens qui te suivent. Et du coup, plus je vais gagner. Même là, je vais pas te mentir, récemment, quand j'ai la ceinture, il y a 3 semaines, j'étais en train de me poser la question, mais je suis en train de faire quoi en fait? Mais je suis con quoi? Je gagne rien du tout, il y a personne qui m'aide, à part la salle. Mais je suis bête ou. Alors, ouvre tes yeux quoi en fait. Et après, je me dis. Non mais Je kiffe quand même, tu t'es dit, je kiffe. là j'ai dit non mais avec tout ce que j'ai fait Ah, faut Mais pas lâcher quel, maintenant. quel- on quel est ton continue. but? Comment ça va finir cette histoire? bah tu sais je sais pas franchement C'est- là non, je suis en- non, mais ce qui est je sais pas. intéressant pour Samir, moi je pense, je suis pas son coach, c'est comme moi tu es champion du Cage Warrior, il y a quand Il y a même des ouvertures. voilà, il y a les légalisations du MMA, Ouais. ils vont avoir besoin de combattants français. Parce que il faut savoir c'est du business. Avant il n'y avait pas beaucoup de combattants français. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est illégal en France, donc il n'y a pas de public. Maintenant il va y avoir un public. Donc pour un combattant comme Samir, bon tu vas recombattre, c'est ça pour la Ouais, ceinture. ouais. Il retape une deuxième ceinture. Derrière, si ses managers à mon avis ils sont bons, ils font signer à l'UFC sans problème. mais c'est dur hein. c'est dur parce que C'était tu te dis hyper important pour toi cette légalisation alors. non je vais pas te mentir pour moi non parce que je me suis dit dans ma tête c'est légalisé et après ça va pas devenir comme les États-Unis, Donc ça va pas être un truc de ouf, peut-être qu'il y a Tu auras un peu déclic. plus de demandes quand même. Demande en tant qu'athlète. Oui, pour combattre. Le truc, c'est qu'avec la légalisation, il va y avoir les événements vont apporter les sponsors, ils auront besoin de gens comme toi. Enfin, ça crée quand même un écosystème. Ouais, mais tu sais, en fait, oui, économique. c'est vrai que ça crée un système économique. Mais moi, en tant que champion, personnellement, j'ai pas l'impression d'être un champion. Tu vois ce que je veux dire? Faut en parler Oui, à ton oui, coach. parce qu'en fait il est non mais je vois ce qu'il veut dire. Non, mais c'est pas méchant, tu vois. Il y a rien de méchant dans ce t'es que pas je un dis. champion de judo quoi, c'est ça que tu veux dire avec la voilà, visibilité. voilà, machin, tu c'est prends du les MMA, mecs de tu vois. l'INSEP, les mecs ils sont Voilà. bien, ils ont ci, ils ont ça. Ouais, il n'y a pas excuse-moi, la mais reconnaissance, mais bon. c'est très galère. Moi, je connais le monde du MMA. Je veux dire, une ceinture au Cage Warrior, il a dû se dépouiller, quoi, parce qu'il va quand même taper les Anglais, Ouais. c'est pas évident. Et les Anglais, Et c'est des têtes. Hein. voilà, je veux Ouais. dire, donc ils se tapent, hein. c'est vrai que bon pour les néophytes, ouais, tu représentes rien, mais parce qu'ils connaissent pas. Mais je veux dire, dans le milieu, maintenant c'est à toi d'être malin. Moi, je pense que c'est à toi d'être malin, d'utiliser justement ça, surtout avec l'avenue de l'UFC, signé dans une grosse orga. Mais je sais que tu vas pas gagner des millions avec l'orga, Ouais. mais tu peux rebondir sur Tu autre peux chose. rebondir sur Voilà, des plein de choses. sur autre chose. Après, tu voilà, vois. ça c'est. Je pense qu'il faut être suivi. Après, à partir de là, Mais c'est vrai que c'est pas évident, parce c'est un que t'es sport tout mal seul. payé. Tout seul, c'est compliqué hein, pour aller chercher à droite, à gauche, trouver des C'est dur. sponsors, etc. C'est dur. Moi, je me souviens, en fait, ce qui m'a tué, c'est que quand j'ai commencé, je me souviens, j'avais demandé des sponsors, j'envoyais des messages. Et ce qui me faisait mal, c'est qu'on me disait, ouais, pour le moment, on n'en a pas besoin, on verra plus tard. Aujourd'hui, bah, je suis champion, j'ai même pas envie d'y aller. Parce que je me dis, attends. Ça veut dire que maintenant que je suis champion, c'est à moi, je dois encore repartir les voir. Soit vous venez, soit rien. Et du coup, vu qu'ils viennent pas et que moi je suis parti, en fait, c'est comme si j'avais essayé 2 solutions, mais que les 2 solutions ne marchaient pas. Automatiquement, j'ai envie de rien faire. Tu Mais vois. pour les sponsoring, je parle pas des tops, parce que les tops c'est naturel. Ouais, Il y a pas de ouais, Faut problème. qu'il y ait des agents. Je dans ce parle, cas-là. Ouais, voilà, c'est ça, je parle c'est pour ça. les combattants comme Samir. Si tu veux vraiment un sponsor, ça peut être que tes potes. Ouais, Par c'est exemple, ça, une entreprise qui t'aime bien, il va te financer. Ouais. Parce que toutes les grosses marques, c'est de mort, l'arnaque. Ils c'est ne donnent mort. rien. Ils donnent Moi, rien du écoute, tout. quand j'étais à la Black House, il y avait Booster qui me sponsorisait comme coach. Il me donnait un salaire. Pas un salaire, il me donnait une thune et beaucoup d'affaires. Et ben j'avais des mecs de l'UFC me demandaient d'être sponsorisés juste pour des affaires. Des mecs qui combattent comme Pedro Munoz. Tu connais Pedro Ouais, Munoz? ouais, ouais. J'ai entraîné le mec, attends, il est encore Booster, tu le vois avec du Booster. C'était Ouais. moi qui l'avais mis en cheville, le mec il a envoyé des affaires. Et il donnait des cours particuliers pour avoir un peu de thunes. Ouais. Et il combat à l'UFC, le gars. Et c'est une tête. Hein. Est-ce Donc, que vous pensez que c'est dû au monopole de l'UFC, le fait qu'il n'y ait pas d'argent? Parce que quelque bien part, sûr. c'est eux un peu qui bah, mènent bien la sûr, danse. Bah oui. Ils prennent 70 ou Bah, 80%. ils prennent je crois. tout, en fait. Ouais, C'est ouais. pas... Après, ils ont été malins, tu Ouais. vois, ils ont créé le truc et ils savent que même s'il y a des athlètes, les athlètes vont rien prendre. C'est plus eux, on va apprendre, mais c'est plus eux qui vont prendre Et les l'argent. managers, Je les crois managers que ils se gavent. c'est Les 12 managers ils se gavent. C'est 12 à Les coachs ils souffrent. Les coachs ils souffrent, les managers ils se gavent. Ouais, non. Ouais. 12 000 $, je crois, le contrat de base. à la- Ouais, à c'est l'année. ça, ouais, Pour un... Non, au combat. au combat. 12 000 $. Ouais, c'est 12 Je plus savais pas. 12, c'est-à-dire 12 pour monter, si tu gagnes plus 12. Et Ouais. si tu fais KO de la soirée, tu prends 50 000 $. Hein, quand même. Attention, soumission de la soirée, combat de la soirée. Et retire Et les taxes, hein. Faut KO pas de la oublier que Ouais, les taxes, c'est énorme, c'est faut pas oublier, 30%. ouais, hein. ouais, 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 ouais. ouais. Les taxes plus Ah, t'allumes, hein. les trucs, ouais, c'est chaud. Hein. En Tu vrai, prends 12 000, après là maintenant C'est-à-dire quand qu'il tu penses, n'y a pas tu de moyen gagnes rien, d'avoir en une fait. famille. Tu parles d'un combattant
normal, hein, je parle pas Ouais. des superstars de l'UFC, mais il n'y a pas moyen en fait d'avoir une vie de famille et de ne faire que s'entraîner. Il faut donner des C'est cours à côté. super compliqué. C'est super dur. Super dur. C'est très très. Même moi là, à l'heure qu'il est, je me vois même pas être marié ou avoir des enfants là Ouais, pour non, le c'est moment. compliqué. C'est mort. C'est mort. La vie que je mène, c'est impossible. C'est impossible. Dès que je serai bien peut-être, mais là pour le moment il y a que le sport et le reste rien à foutre. Non, mais c'est peux pas. super dur, c'est Tu peux super compliqué. La vie, franchement, moi, comme je dis, hein, parce que bon, ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu. Moi, je suis vraiment un coach professionnel. C'est-à-dire que je vis de ça. Je fais pas autre chose. Où est-ce que tu coaches, tiens d'ailleurs? Là, je suis au Venom Training Camp. Ça fait 2 ans et demi. Franchement, rien à dire. Bien payé, franchement, top. CDI, ça n'existe pas, par exemple, aux États-Unis. Et les vacances payées. Là, en plus, je suis en train de monter une petite équipe professionnelle. Je commence à avoir des bons résultats. On avait même réussi à signer un mec au PFL. Là, on a un petit jeune, là, Benoît Saint-Denis, qui commence à monter avec 6 combats et il a 5 soumissions quand même. D'ailleurs, il est très fort au sol. Hein. Un no contest, il est au Brave. Et voilà, mon objectif justement avec lui, c'est de le mettre à l'UFC. Et ça va le faire, je suis sûr. Parce que c'est un mec qui est déterminé. Et donc là-bas, je donne aussi des cours loisirs et j'ai des combattants amateurs. Un cours loisir de MMA, qu'est-ce que ça veut dire? On va dire que généralement les cours loisirs, c'est des gens qui vont pas être combattants déjà, ça commence par là. Donc en fait, tu fais à peu près les mêmes entraînements qu'avec même les combattants pros, mais un peu moins poussés quoi en fait. Il y a rien de spécial. Faut Hein. protéger tout ça parce que je veux dire, Travailler le enfin, côté technique et tout. tu vois. Protégé, ouais, bon, moi, faut savoir que la première année, j'ai été impressionné. J'ai eu au moins au Venom une quinzaine de blessés. J'avais jamais vu ça. C'est-à-dire, dans toute ma carrière, les mecs, ils tombaient de 20 cm, ils se ruinent l'épaule. Je comprenais pas. J'ai eu des péronnets, j'ai eu des à l'échauffement, le mec. Voilà. Maintenant, ça va mieux, ça va mieux. Bah, ils sont Mais- partis quoi, les blessés, les Oui, plus voilà, faibles. ouais, Taille genre- laguée. c'est ça. Mais, C'est naturel. ouais, mon pote. sélection. Ouais, mais ça commence à marcher. On a du Ton monde, corps ça est met du temps. fragile, Mais, calme-toi. par contre, la gym, elle est magnifique. Ah, hein. c'est beau, hein, le c'est Venom beau. Training Camp. C'est pas mal, quoi. C'est énorme, ouais. C'est pas mal, hein, c'est un gros truc. Hein. Donc ouais, ça se passe bien. Hein. Il faut savoir que quand je suis revenu des États-Unis, je suis parti travailler en Ukraine. Hein. Attends, on va y arriver. Là, franchement, Samir, quasiment Merci. 40 Allez, minutes de plus. Là, tu l'as fait, Merci là. beaucoup. Mais au moins, on sait que c'est pas une meuf, donc ça, c'est pas grave. C'est ça. Pire qu'une meuf, le MMA. gros. Le Ouais, MMA. c'est- Ok. Merci beaucoup. Merci à vous, beaucoup, c'était un Samir. plaisir. Même Ouais, Morin, Samir. c'était À bientôt. un hein. très plaisir, un grand plaisir. Et bon courage pour ton combat. Merci beaucoup. Ok. Merci. Tu combats le 18 avril. Le 20 mars. Le 20 mars, Oulala, excuse-moi. ouais, 18 avril, tu vas c'est regarder, le regarde. 18 avril, excuse-nous, C'est un c'est vendredi, alors. c'est On va vendredi. c'est, Ouais, euh, c'est ça. Eh ben, écoute, Avant Mehdi. l'UFC. Attends, il est largement possible que ce podcast soit diffusé justement ce jour-là. Ah, Ah, c'est lourd, top, ça. excellent. Tu dis le 20, 20 mars. et ben a priori c'est prévu que ce soit le 20 mars. Alors on verra, mais. Excellent, mais c'est excellent. ça ne Voilà. peut que te porter bonheur. Ah, bonne Que chance, bonheur. Bonne chance, Samir. Hein. Tu Merci combats vers quelle beaucoup. heure Je ferme le. Enfin, en Ah ouais, soirée, main quoi. event. Soirée. Main Bah, c'est la event. ceinture. Ouais, c'est la Alors ceinture. écoutez, si on est le 20 mars alors que c'est diffusé, Samir combat ce soir. Ce soir. Encouragez-le, voilà, réseaux Et c'est sociaux. pour ça qu'il doit y aller maintenant. Tout de mais- suite, comme ça, moi j'ai l'éclaté. Là, j'ai pensé à lui. Son avion. On peut le voir sur Fit TV, je crois, c'est ça, non? Ouais, exactement. TV, je crois hein. Fit TV, vous Sur pouvez Fit voir. TV, on peut le voir. pouvez C'est voir. les pay-per-view. Exact. D'accord. C'est pas mal. Ouais. Donc là, maintenant, on va penser qu'au combat et on va voir ce que ça va donner. Et bah courage, c'est déjà en retard Samir, pour ton c'était entraînement. cool. Tu reviendras, hein. Avec grand plaisir. Mortel. Franchement, c'était cool. On te dit Merci au revoir. pour Salut tout. Samir. Ciao. Allez, à plus tard. À plus tard. Et je vais courir comme un. Allez, on fonce. Merci. On va pas te fouler la cheville. Hein. Bah ouais. Ah, c'est gentil. Yes, yes. À la prochaine, merci À la pour prochaine. tout. Ouais. Salut Samir, à bientôt. Bon courage. Ouais, shootez pas la caméra, parce que si on shoot la caméra, ça fera bizarre. Ah, bah ça, c'est sûr. Ciao, Samir. salut. Ciao. Ah bah super. Enfin, Ah il ouais, s'est ouais, barré. ouais. Ah, il fait quel sale con. Non, 57 c'est pas kilos, vrai. vraiment, hein. C'est pas vrai. Ensuite, tu Ah, vas pouvoir c'est cool d'avoir ça. Ouais, je vais lui dire, je vais tout lui répéter. C'est cool d'avoir Samir. Ouais, carrément, ouais, carrément. Bah, c'est Donc, bien, t'étais en hein. Ukraine. Oui, je suis allé en Ukraine. Avant de signer à Venom, je suis parti en Ukraine travailler. C'est-à-dire que je suis revenu des États-Unis. En fait, je voulais même plus être dans le MMA. Hein. Ça m'a saoulé à un moment, je sais pas. J'ai eu une période un peu. Je pense que c'est trop dur en émotion pour gérer ça sur le long terme. Enfin, faut quand même. Oui, mais pour vous dire la vérité, pour être franc avec vous,
j'ai fait progresser beaucoup de monde, j'ai fait gagner beaucoup d'argent. C'est ça qui m'a un peu frustré à un moment. J'ai fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Et à la fin, je ne suis pas devenu riche pour autant. C'est-à-dire que tu vois les gens qui s'achètent des maisons, qui s'achètent des... Et toi, à côté, tu rames comme un malade. Donc ça m'avait un peu dégoûté. Tu considères pas avoir assez comment dire? Tu considères pas avoir assez bien gagné ta vie, ou tu considères juste que c'est mal payé? Non, en fait, j'ai gagné ma vie, mais par rapport aux sommes qu'il y avait... C'est ça. En jeu, t'avais pas assez. Mais non, c'est pas possible. Je veux dire, à un Quand moment... les mecs gagnent 1 million, tu exactement, gagnes juste un salaire... exactement. Donc, à un moment, on est frustré, on vieillit. Le métier de coach, c'est comme combattant, c'est pas facile. En plus, aux États-Unis, comme au Brésil, c'est aléatoire, il n'y a pas de contrat. Du jour au lendemain, tu perds ton job. La Black House, quand je suis sorti, je me suis retrouvé un peu en galère. Après, j'avais été contacté par une grosse team en Arizona. Quand je leur ai demandé, parce qu'ils m'ont demandé, vous voulez venir entraîner chez vous, ils avaient plein de combattants professionnels, je leur ai demandé un salaire correct, ils ont refusé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un boulot, c'est quand même, coach, c'est quand même très dur, hein. Je veux dire, c'est ingrat. C'est ingrat, vous entraînez les professionnels, vous arrêtez pas de voyager, vous faites le tour du monde, je regrette pas du tout, hein. C'est magnifique, je kiffe, mais il y a un moment, il faut de l'argent, quoi. Je veux dire, t'as ta famille derrière. Donc, c'est vraiment une question centrale de toute la vie. Mais exactement. Tout le temps, l'argent revient absolument tout le temps. Il faut un minimum. On voit un jeune comme Samir, il fait des combats de haut niveau et il n'est pas payé. Il est payé au SMIC. Voilà, je veux dire, c'est horrible, quoi. Je veux dire, il risque sa vie dans la cage quand même. Je veux dire, donc c'est vrai que quand je suis revenu moi des États-Unis, je me suis installé dans le sud d'ailleurs. Pourtant, je suis parisien, parisien. Je suis de Montreuil à la base. Je me suis installé dans le sud et en fait, je voulais lâcher le MMA et en fait, j'ai été contacté par des Ukrainiens. Et donc, ils m'ont proposé un billet. Donc, je suis parti entraîner une équipe ukrainienne en Ukraine. Je suis parti à Kiev. Et alors? Ouais, ils étaient balèzes, les mecs. Putain, mais d'ailleurs, il y en a un qui combat à l'UFC. Il s'appelle Pivak. Okay. Sergei Pivak. Et il y avait un autre Roman. Et donc, j'ai travaillé là-bas. Bon, franchement, c'était chaud quand même. J'étais en plus, après, ils m'ont j'étais pas vraiment à Kiev, j'étais dans la banlieue. Ils parlent même pas anglais. J'étais interné là-bas. Mais bon, deux entraînements par jour. Voilà, quoi. Combien de temps? Pendant combien de temps? Je suis resté 3 mois, ouais, à peu près. Ouais. 3 mois. Ouais, 2 mois et demi à peu près. Ouais. Et après, t'en pouvais plus? Et après, donc je suis revenu en France. Donc il m'a recontacté. Après, j'ai refait un camp d'entraînement à Paris avec 6 combattants ukrainiens. Et après, j'ai eu la proposition de Venom, quoi. C'était beaucoup plus stable, quoi. Ah oui, c'est pas mal. Puis surtout, c'était tout récent là-bas. Voilà. En plus, là, ce qui est intéressant, en fait, je suis head coach, c'est-à-dire que je m'organise comme je veux. Donc. Et t'as jamais eu envie de créer ta structure? Non, pas du tout. Pas du tout. Comme ça, on arrête, on en reste là. Non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est trop de travail. Et moi, je suis quand même. J'aime bien avoir ma liberté. C'est-à-dire que demain, si je veux arrêter, avec une gym, tu peux pas t'arrêter. Donc, non, j'ai pas envie. Pourquoi Je sais pas. T'as des dettes, t'as fait mais des peut-être, prêts. ouais, peut-être, mais je sais pas. J'ai été contacté par des grosses équipes encore, mais là je suis bien à Venom, pour l'instant c'est top. Mais monter une gym, pour l'instant, je sais pas. Non. J'ai une question sur ta carrière. Moi, un des plus beaux... Alors, j'ai beaucoup suivi le MMA entre le 100 et le 150. Tu vois, UFC 100 et 150. Je pense vraiment que c'était la grosse période. Ça a été vraiment la période Anderson Silva, GSP. Pour moi, c'était le centre. Et pour moi, c'est la plus belle période du MMA. C'était une super période. Ouais. Parce que c'est le moment où l'UFC avait tué absolument tout le monde. Il n'y avait plus rien. Ils avaient racheté Strikeforce, Low Wake. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que eux. Et donc, tout était là. Et ils avaient d'énormes stars. Après, GSP, Anderson Silva ont fini par perdre. Et d'autres organisations sont nées. Et puis de nouveaux champions, McGregor, etc. Mais moi, j'ai vraiment suivi cette période-là qui, pour moi, est la meilleure période. Bon. Est-ce que tu as fait le combat face à... Oh, j'ai oublié son nom. Face au lutteur. Comment il s'appelait, Jérémy? Ah là, je ne sais pas. Romero Non. Un Américain lutteur qui passait son temps à trash-talker Anderson Silva. Oui, Chelsonen. T'étais pas son coach à ce moment-là? Non, j'étais plus son coach, mais par contre, Shell, il s'entraînait avec nous à la Team Quest. À ce moment-là, tu coachais Chelsonen? Non, je le coachais pas, mais il venait faire ses camps d'entraînement à la Team Quest avec Dan. Je savais pas qu'il était proche de Dan Anderson. Si. Et d'ailleurs, c'est un mec super. Les gens, il est super sympa. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça. En termes de trash talk à cette époque-là, il était fort. Il était fort. Totale, quoi. Mais lui, ce mec, c'est vraiment le top. C'est-à-dire qu'une fois, il est venu faire un camp à la Team Quest. Quand il a fini son camp, il est venu avec une enveloppe. Il a donné à chaque coach de l'argent. J'avais jamais vu ça.
C'est-à-dire qu'il nous a filé un billet, quoi. Mais ça m'étonne pas, en fait, il a cette image un peu de. Comment il s'appelle? C'est gangster, ça, il avait Ouais, fait une bad marque. boy, Ouais, c'est ouais. ça, bon. Mais non, et c'était une blague en fait, justement, il faisait le bad boy de l'Oregon parce qu'il venait d'Oregon. Non, pas du. Si, d'Oregon, ouais. Mais sauf qu'en fait, c'était une blague parce qu'en fait, l'Oregon, c'est des campagnards. Oui, tu oui, vois. je sais, non, mais c'est parce qu'il a cette marque-là, ce t-shirt Real Gangster, ou je sais pas Ouais. comment. C'était par rapport à ça. Et en fait, c'était très rigolo parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, voilà, Chael Sonnen, c'est vraiment une image. Et c'était très clair quand il avait perdu son fils. Je crois, son fils est décédé. Et en fait, il avait reçu des messages, des messages d'encouragement, enfin de soutien, ça, de tous les combattants UFC. Alors que quelque part, il s'était mis tous les combattants UFC à dos. Tu vois ce que je veux dire? Et demain, moi, je me suis mis quelqu'un à dos de machin, je vais pas recevoir de lui ou je vais pas lui envoyer un truc, même s'ils sont. Enfin, tu vois, si t'es pas proche, t'es pas proche. Et en fait, ça, je sais plus où j'avais lu ça. Et en fait, il avait reçu des messages de soutien et tout de tous les combattants. C'était du business, il nous le disait. C'était un mec sympa, il prenait des photos avec tout le monde, toujours j'en en suis poli. Mais franchement, un mec Et super cool, rien à voir. Hein. Il avait craché sur le jujitsu, il avait dit le jujitsu c'est de la merde. Ouais, ouais. Nous, il avait dit genre, moi je suis républicain, nous les républicains on fait pas ça, tu vois, on se frotte pas contre. Et donc Anderson Silva, pour ce combat-là, était arrivé en kimono de jujitsu. Ouais, je m'en rappelle. Il était extraordinaire ce combat. Et donc en gros, ça a été 5 rounds, ça s'est passé 5 fois la même chose. Début du round, takedown, et Anderson Silva coincé au sol, qui se prenait un grand endpoint relatif. Il a déconné, Anderson, Chael Sonnen à la Et fin. Hein. au 5e round, c'était incroyable. 1 minute avant la fin, triangle de Anderson Silva. Donc qui en plus le soumet après avoir perdu. C'était pour moi C'était incroyable. un des moments les plus incroyables en tant que spectateur du MMA. Moi, je me rappelle de ce combat, mais je l'ai pas vu. Moi, j'étais dans l'avion. C'est quand j'ai atterri, on m'en a parlé. On m'a dit que Chael, il avait puni Anderson et il se fait soumettre, je crois, à 1 minute de la fin, 30 secondes. Tu vois. Mais oui, et en plus, après avoir craché sur le jiu-jitsu, il termine avec un triangle. Genre ça aurait été arrangé. Ça aurait pas pu être plus beau que ça. Qui est la soumission. C'est vrai qu'il y a un côté, c'est la représentation, la soumission du jiu-jitsu brésilien par excellence. Le gars que j'entraînais, là, Dave Herman, il a combattu. J'étais avec lui à Rio, il a combattu Minotaur au Common Event à Rio. Et il avait craché aussi sur le jiu-jitsu. Il y a une vidéo d'ailleurs qui tourne. En plus, il se fait soumettre par Minotaur. C'est abruti, mais il avait fait exprès. C'était pour faire le buzz, quoi. Il disait qu'en gros, le jiu-jitsu, ça marche pas. Doesn't work. Il faut regarder la vidéo. Mais Minotauro. Et ouais, il s'est fait soumettre par Minotauro à Rio. C'était assez marrant. C'était vraiment des périodes dingues. C'était des sacrées périodes. Hein. Moi, je sais que le premier. T'as conscience quand même que t'as vécu peut-être alors l'âge d'or, mais l'explosion de l'UFC, parlons pas MMA, mais de l'UFC, c'est-à-dire que t'as vécu cette période-là en fait, toi. Ouais, mais c'est incroyable. Quand on est dedans, on fait pas attention en fait. On est dans une bulle, on travaille quoi. On n'a pas de recul là-dessus. Mais j'oublierai jamais, c'est ce qui m'a fait vraiment connaître au Brésil, c'est qui m'a donné, je veux dire, une impulsion, c'est le combat de Anderson Silva contre James Irvine. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est un vieux. Voilà, il avait combattu à Las Vegas en 93 kilos. J'allais dire, c'était un UFC 80 par là. Je me rappelle plus les numéros, mais en fait, il avait. C'est pas celui où James Irvine a raté le poids? C'était pas celui. Non, c'est James Irvine, il kick, il lui attrape la jambe, il le met sur une saisie, il le met KO, il met un KO fulgurant. Et cette saisie, j'avais travaillé avec Anderson, à l'époque, c'est moi qui l'avais mis en place, et tout le monde se foutait de ma gueule au Brésil. Ouais, mais ça marche pas ton truc. Anderson, il l'a appliqué à Las Vegas, ça m'a propulsé, parce que je l'avais montré à plusieurs personnes. En fait, ça m'a conforté dans mon travail de coach. Et je me rappelle à l'époque, c'était comment il s'appelle, Usher. Vous vous rappelez d'Usher, le chanteur Usher. Il était fan, il était là avec nous, il était fan d'Anderson, il était là avec nous, Usher. Je me rappelle. C'est une sacrée époque. Donc ce combat-là, c'était un UFC Fight Night et c'était en juillet 2008. Voilà, contre James Irvine. Exactement. On voit un KO incroyable et bon, j'étais avec lui. C'est la première fois que je voyageais avec Anderson et franchement, c'était incroyable. T'as quand même dû avoir affaire à des vrais personnages, que c'était les vrais stars de l'UFC. Enfin, Anderson Silva, il est spécial quand même. En fait, il est tous, hein, j'imagine Machida, ce que tu racontais avec sa famille, tous les mecs au top avec qui t'as bossé, t'as quand même dû beaucoup. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut à un moment donné, il faut un gros talent de savoir gérer ces personnages, ces égos, ces genres de trucs. C'est vrai qu'il y a une capacité d'adaptation parce que c'est pas évident. Par exemple, Anderson, tout le monde dit qu'il est pas bipolaire, il est tripolaire. C'est pour vous dire. C'est-à-dire que. Ok. Ça veut dire quoi? En gros, son humeur, elle change souvent. Et c'est vrai. Et ouais, c'est vrai. Des fois, des fois, j'arrivais pas à l'entraîner, quoi. C'était compliqué. C'était très très compliqué, Anderson. Mais ça se voit hein, dans son style de combat. Mais quand il bouge avec 20 personnes. Comment t'arrives
Parce que pour nous, ça nous paraît surréaliste de dire qu'on a en face de nous l'entraîneur de d'Anderson Silva ouais. et de Dan Anderson. Mais Dan Anderson, je peux comprendre, parce qu'à mon avis, c'est un gros bosseur. Mais d'Anderson Silva, et pour 3 ceintures, c'est fou, en fait, c'est énorme. Comment t'arrivais à asseoir un respect? Comment t'arrivais à asseoir comment on appelle ça, mince, Oui, non, mais une autorité, voilà, une mais autorité. j'ai compris, mais l'autorité, tu l'as quand t'as l'expertise technique, en fait. Parce qu'en fait, il faut être au-dessus de lui, techniquement. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'étais le seul gars à corriger Victor Belfort en anglaise, Anderson Silva, Dan. C'est-à-dire que je les corrigeais, moi. Je les corrigeais techniquement. Mais c'est vrai. Ça paraît incroyable de ouais, dire qu'on corrige ces Mais gens-là. ça veut dire que tu mettais les gants contre eux? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire Non, que je tenais beaucoup les pattes d'ours. Et... D'accord, mais est-ce que alors, ça veut rien dire parce que c'est pas les règlements de compte, mais est-ce que tu as eu un jour à leur montrer que t'étais plus fort qu'eux? Non, j'étais pas plus fort qu'eux. Attention, je me fais allumer en 2 secondes. Je parle techniquement, je le rapportais. C'est-à-dire que j'arrive à les régler techniquement. En fait, voilà, exactement. C'est-à-dire que j'arrivais, par exemple, dans la cage, Anderson, il me disait souvent, Daniel, guide-moi, s'il te plaît. Parce que les Brésiliens, c'est t'avances et tu tapes. Regardez bien le style brésilien. Peut-être ça a changé, mais c'est j'avance et je frappe. Mais le problème, c'est que quand tu commences à reculer, si tu n'as jamais travaillé en reculons, c'est fini pour toi. Psychologiquement, t'exploses. Que moi, je travaillais tout. En fait, et donc moi je guidais beaucoup les combattants dans la cage, et donc j'avais le respect et je me laissais pas faire. Il y a eu des embrouilles, faut pas croire, hein. C'était pas facile, des embrouilles entre coachs, non, c'était chaud quand même. Et il y avait énormément de stress, en fait. Si vous voulez, quand vous sortiez d'un camp, tu sors d'un camp d'Anderson Silva ou de Dan ou de Machida, tu ressors, t'es mort. Je sais pas comment vous expliquer. L'ambiance devait être testostérone voilà, à mort, préparer la guerre. Voilà, c'est parce que tous jouent sur 15 minutes, c'est ça qui est fou. C'est 6 mois. Alors, c'est jamais 6 mois de préparation, un camp, mais c'est un combat tous les 6 mois et tous jouent sur quelques minutes. Et ça, c'est trop de stress. Enfin, imaginez-vous gérer ça. Vous, petit castagneur là, vous avez un combat de jiu-jitsu à faire. Oh, c'est le stress. Imaginez-vous, c'est votre carrière. Vous préparez, vous faites un camp, c'est quoi? C'est 6 semaines? Ouais, on fait à peu près. Avec Anderson, on a fait des erreurs. Une fois, il avait fait un camp de 3 mois, c'était n'importe quoi. Voilà, ça. Il a cramé. Vous faites des entraînements, des camps de préparation intenses entre 1 mois et demi et 2 mois. Et on est tout le temps avec le gars. Faut savoir, par exemple, si vous emmène chez lui, dans le sud du Brésil, Curitiba, vous êtes avec lui tout le temps. Imaginez-vous le stress de devoir combattre là-bas. Et non, mais ce qui est dur aussi, c'est comme je disais, l'entourage, les managers qui te prennent la tête. Il faut gagner, mais avec panache. Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? En fait, ils ouvrent toujours leur bouche pour n'importe quoi, sur l'entraînement, sur. T'as affaire à des gars qui connaissent rien, qui te disent quoi faire, mais le problème, c'est comme on dit, c'est le business, ceux qui ont l'argent, c'est compliqué, donc t'es obligé de t'adapter, tu vois, t'écoutes sans écouter. Une fois, on m'avait reproché, parce que moi, Anderson, il me kiffait vraiment, c'est-à-dire que il m'appelait tout le temps, et les Brésiliens mettaient beaucoup de bâtons dans les roues pour pas que j'aille l'entraîner. Et une fois, on m'avait reproché d'entraîner en pied-point Anderson. Le gars, il vient en réunion, il me dit, oui, Daniel, on veut te parler. Est-ce que tu crois qu'Anderson Silva, avec le niveau de pied-point qu'il a, il peut encore s'entraîner en pied-point? Je lui dis, mais vous dites n'importe quoi. Je dis, vous êtes des abrutis. Non, moi, j'étais sans pitié. Je dis, Ronaldo, quand il joue au football, tu crois qu'il s'entraîne pas au football ou quoi? Au contraire, plus t'es bon dans un domaine, plus il faut l'entraîner. Il faut le développer encore plus. Mais c'était que des embrouilles comme ça. Mais bon, c'était top quand même. C'était à la fois la guerre sur les tatamis et en dehors. Bah ouais, mais parce qu'il y a une pression énorme. Il faut savoir qu'il y a des millions de personnes qui regardent. Il y a les journalistes aussi. On se fait insulter sur les réseaux. Ah ouais, vraiment? Ah ouais, Même toi, juste en tant qu'entraîneur? Bah oui, parce qu'en fait, il faut savoir que le MMA au Brésil, c'est comme le foot. Il y a un public, donc le mec qui perd, tu te fais allumer. Mais bon, ça fait partie du job. Donc, les gens voulaient ta peau. On a des invités avec nous. Ouais. Donc non, il n'y a pas de problème. Ça fait partie du job. Tu fais l'autruche, tu laisses passer le. Faut surtout pas le prendre pour toi-même. Je veux dire, tu t'en fous, tu laisses passer l'orage. Tu te concentres sur le prochain. Et toi, en dehors du fait que ce soit ta profession, donc ce qui te faisait manger, toi et ta famille, c'était quoi qui te faisait vivre ça? La passion? Ah oui, moi c'est la passion. Tu peux pas faire un truc comme ça si t'es pas passionné. C'est impossible. Mais oui, je me suis vu faire des camps, par exemple, quand j'allais entraîner Machida dans le nord du Brésil, quand on partait, j'avais fini de l'entraîner, j'avais même pas vu ma famille depuis 2 mois, je faisais une escale à Rio, je restais 4 heures, je voyais ma femme et mes enfants, je repartais à Las Vegas. Tu vois, le la truc, passion, ouais. Voilà, je veux dire, il faut... Et puis moi, ça me fait vibrer. Je peux ramener, que ce soit Anderson Silva, ou n'importe qui, je ramène dans le coin. La victoire me fait vibrer.
La défaite me rend triste, mais ça fait partie du job. Elle fait quoi comme métier, ta femme? Ma femme, elle est prof de français. Elle s'adapte, elle est brésilienne. Et honnêtement, sans elle, j'aurais pu aller nulle part. Parce qu'en fait, elle m'a suivi, elle m'a accompagné. Il faut savoir que nos enfants ont changé plusieurs fois d'école. On a déménagé, je sais pas combien de fois. Comment bon, alors tu me dis elle est brésilienne et que là-bas c'est un sport en fait. Comment elle voit tout ça, ton implication dans un sport violent comme ça par rapport à tes enfants, par rapport aux choses comme ça? Non, mais ma Violent femme- à tous les niveaux. Oui, hein. oui, oui, bien sûr. Non, mais ma femme, elle calcule pas, elle aimait pas le MMA. Elle s'en fout. Ma femme, elle est. Mais elle a conscience des gens que t'as entraînés? Oui, mais je veux dire, ce qui est important pour elle, c'est de ramener de l'argent pour la famille. Je veux dire, s'occuper bien de tes enfants. C'est son métier. C'est vrai que ma femme, elle vient des quartiers populaires de Rio. C'est des quartiers assez dangereux. Dans la périphérie, il y a un moment, j'y allais plus trop parce que je commençais à être trop connu. Je passais beaucoup à la télé. Donc, parce qu'il faut savoir qu'au Et donc Brésil. ils pensaient que t'étais plein d'oseille. quoi. Ah, Exactement. tu te fais enlever. Hein. Voilà, donc c'est chaud, parce que je donnais des cours particuliers pour la télé. C'est-à-dire des techniques du mois, des conneries comme Ah. ça. Quoi. J'étais beaucoup interviewé, j'étais très connu au Brésil. Très connu au Brésil. Donc, ouais, quand vous entraînez des superstars comme ça. Maintenant, t'es sur Castagne FM en français. Voilà, Et ça me là- fait plaisir. Voilà. Et moi, je suis très content. Moi, ça me fait plaisir. Quand on m'appelle comme ça me touche, réellement. Alors, attention, hein, c'est pas, tu as le droit de le dire, il y a rien de machin. Tu penses que t'es sous-estimé, ça t'embête qu'on ne te remette pas à ta juste valeur, enfin qu'on ne t'estime pas à ta juste valeur? Non, mais oui, c'est clair. J'ai vu en France, ça fait quoi, 2 ans et demi que je suis là. Je veux dire, bon, des médias comme vous qui m'invitent. Et encore, vous êtes du jiu-jitsu. Jiu-jitsu Donc, brésilien, ouais. Mais on regarde, il y a mon pote Fred Degon qui fait beaucoup des trucs sur moi. Il y a des petits médias, MMA Fightness commence à grandir. Mais on voit par exemple les grosses chaînes à qui j'ai fait partager des moments incroyables parce qu'ils sont venus m'interviewer, les chaînes françaises par exemple. À Mais est-ce que tu penses, là, ils calculent pas, quoi. est-ce que tu penses pas que ça vient aussi parce que là donc on pourrait se dire bah oui mais avec l'explosion du MMA, avec la légalisation, le problème c'est que finalement, et on l'a vu parce qu'on a vu sur TF1, sur France 2, sur France 3, on a vu des reportages, mais ils allaient à la MMA Factory, ils allaient chez Hobby Fight, ils allaient bon. Est-ce que tu penses pas que le fait de ne plus être sur le devant de la scène, est-ce que finalement tu devrais pas remettre les pattes d'ours avec des grands champions, repartir aux États-Unis pour regarder, regarder cette aura que tu avais, tout ça. Mais non, mais dans ça ce m'intéresse sport-là. pas. Moi, je suis réalisé. J'ai pas envie d'entraîner de champions. J'ai envie de créer des champions. C'est-à-dire que là, c'est différent. Là, je suis avec. J'ai des très bons résultats avec les combattants professionnels. Je les fais combattre partout. Il faut savoir que l'année dernière, en 10 mois, j'ai fait 9 voyages. J'étais à New York, j'ai été partout. On a des super résultats. Donc, sauf que c'est des jeunes, donc ils montent tranquillement. Mais entraîner des superstars, j'ai déjà fait le tour. Je veux dire, moi, je suis réalisé, ça m'intéresse pas. Et honnêtement, non, moi je crois que c'est pas trop pour les télés. Je pense que, par exemple, on voit que la Fédé s'est montée. Ils vont avoir besoin de quelqu'un comme moi pour l'expertise. Moi, en fait, je cherche pas un boulot. Hein, Ils t'ont je pas travaille contacté déjà. encore? Si, j'ai eu des contacts. Je veux dire, Bon. mais je veux dire, c'est important de valoriser les siens. Nul n'est prophète dans son pays, c'est ça la réalité. C'est qu'en fait, on valorise pas voilà, on valorise pas les siens. On va toujours voir ce qui se passe ailleurs. Alors qu'en France, on a des très bons combattants, on a très bons entraîneurs aussi, on a des très bonnes équipes. C'est vrai qu'on voit souvent la même équipe, par exemple. Et pourquoi? Parce que c'est à Paris déjà. Il y a des combattants UFC. Oui, mais bon, c'est pas non plus des champions. Je veux dire, voilà quoi. Je veux dire, donc, ouais. Bah peut-être, mais le truc c'est qu'on est en France, on parle donc des Français, et puis on peut le tourner dans tous les sens. C'est quand même l'équipe qui a, alors, je vais pas dire les meilleurs, mais qui est déjà la plus visible. Mais au niveau international dans ce sport-là, à l'UFC, ils ont quand même 3 combattants aujourd'hui qui évoluent à l'UFC. Et ça suffit. Hein. Et c'est ceux dont on entend parler Non, tout le mais c'est temps. clair, c'est clair. Et parce que tu parles de la MMA Factory depuis tout à l'heure. Mais est-ce que c'est anormal? Je veux dire, c'est logique. Non, c'est super. Mais aussi, il faut valoriser les autres teams. Je veux dire, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de combattants français qui ne sont pas médiatisés, qui sont très forts, qui combattent comme dans des grosses La organisations. faute à qui aux médias? Ben oui, je pense que c'est parce qu'ils sont tous focalisés sur l'UFC. Oui, mais médias et aussi ignorance des spectateurs. Exactement. C'est-à-dire Par exemple, qu'on fait du MMA, on connaît c'est le MMA, donnant-donnant, mais hein. à part l'UFC, on connaît pas grand. En mais vrai, c'est dommage. si on n'est pas du milieu, on connaît pas grand-chose. Par exemple, il y a un combattant qui est venu s'entraîner à Venom, qui a réussi à être signé au PFL. PFL, c'est une grosse organisation américaine qui passe sur ESPN. Évidemment, on n'en a jamais entendu parler. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'exemples. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, quand j'ai entraîné Minotaur, je l'ai coaché au Japon, au Sangoku.
Il avait combattu un Français qui s'appelle Moïse Rimbaud à l'époque. Il faut savoir que Minotaur, il était au top de sa forme, c'est pour vous dire. Et il a fait un super combat contre Minotaur. J'étais impressionné, je ne le connaissais pas. Il y a plein de combattants qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas médiatisés. On ne peut pas rester concentré juste sur une chose. Et il y a des entraîneurs aussi de qualité. Je veux dire, je pense qu'il faut s'ouvrir. Par exemple, le Cage Warrior, oui, Samir, bon, c'est super. Il faut parler d'autres shows. Mais tout le monde est focalisé sur l'UFC parce que c'est ce qui rapporte le plus. Parce quoi. que c'est les meilleurs Voilà. en com. C'est exactement. Mais là maintenant ça va changer un peu la donne parce que en fait le fait que ça soit légalisé, ce qui est intéressant, c'est que l'UFC va signer énormément de Français. Ils sont obligés, pour pouvoir ramener le public quand ils vont faire un UFC en France, ils sont obligés de signer des Français. Ils font tout le temps ça. Donc là c'est intéressant, ça va s'ouvrir un peu plus. Mais bon, je comprends, MMA Factory, c'est vrai que c'est une bonne équipe, une équipe qui tourne. Fernand il fait du bon boulot, il faut le dire. Hein. Même il a sa propre orga, je crois. Non, Le ça RS, fait, effectivement. voilà, ça fait longtemps qu'il est dans le circuit. Non, c'est top. C'est bien qu'il y ait des équipes comme ça, justement, parce que ça motive derrière. Ça permet de créer d'autres équipes qui veulent aussi arriver à ce niveau-là, faire signer des gars. Moi, je trouve ça très, très positif pour le MMA français, du moins. Hein. On va conclure. Alors, justement, réparons cette erreur-là. Pour toi, aujourd'hui, hors Cage Warrior, Bellator, quels sont, on va dire, les 3 combattants, 2 peut-être, si tu en as, qu'il faut que là, les petits castagneurs qui nous ont écoutés là pendant 2 heures. 2 heures. Voilà, 2 heures déjà, qui nous ont écoutés, lesquels ils doivent aller suivre là sur Instagram, Facebook, etc. Pour toi, quels sont hors justement les mainstream, quels sont les 2 combattants, on va dire, qu'ils doivent aller voir? Mais français Français. Ah oui, français. Les combattants français. Ça peut être que des gars à toi, hein, dont tu es très fier, tu vois ce que je veux dire, parce que tu sais, on peut dire quand même que tu as l'œil, que tu sais de quoi tu parles. Peut-être que ça peut être ça aussi. Ben moi, surtout que vous venez du Jiu-Jitsu, il faut suivre Benoît Saint-Denis, qui vient justement du Venom. Savoir que ce jeune-là, il faisait partie des forces spéciales. Ok, Donc, Ah ouais. 5 ans dans les forces spéciales. ça va. Donc voilà, quoi, l'élite de l'armée. Ouais, il a pas trop peur de rentrer dans une cage, quoi. Exactement, il a commencé, ça fait 11 mois, il a déjà fait 6 combats. Ah ouais. Voilà, 6 combats, il faut le suivre, Benoît Saint-Denis. Combien de victoires? Il a 6 combats, 5 victoires. 5 victoires et un draw, tu as dit. Voilà. Un no contest, contest. 5 victoires par soumission. Il a fait vous qui adorez le sol, il y a 2 combats, regardez, il a fait des transitions de malade. Le dernier au Brave, il a fait une transition incroyable. Ah, c'est un morcif un peu. Quand Voilà. même. Ouais, Lui, par contre, voilà. Lui, ce qu'il veut, c'est signer à l'UFC. Il faut savoir qu'il a quitté les forces spéciales pour être Pour ça. combattant de MMA. Tranquille, ça fait une jolie histoire. En tout Donc cas. lui, le gars à suivre. Mon objectif avec lui, c'est essayer de le faire signer à l'UFC. J'aimerais bien. Bah, ça devrait se faire. Hein. Ouais, mais on sait jamais. Hein. C'est Ouais. pas Tu sais, la évident. blessure et fin de carrière. Oui, c'est des vrai. fois, hein. Et quel combattant à suivre aussi Je suis étonné que tu dises pas Mansour Barnaoui, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non, exactement. Un mec très sympa, il est venu s'entraîner de temps en temps avec nous. Il a fait des mises de gants. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un mec qui parle pas beaucoup, mais il est dans l'efficacité. C'est-à-dire qu'il est dans le concret. Parce qu'il y a beaucoup de bons parleurs, mais les paroles, voilà, c'est pas tout. Il faut l'appliquer sur le terrain. Et lui, franchement, c'est un super combattant. Il a gagné un gros tournoi. Je pense qu'il va signer à Au l'UFC. One hein. FC, ouais. Parce que son contrat il s'arrête bientôt, lui, hein, je pense. Hein. Ouais, il savait pas. Aux dernières nouvelles, j'ai un peu discuté avec lui et il savait pas en fait s'il repartait sur un an avec le Road FC ou si il partait effectivement sur une très grosse organisation. Voilà. Mais oui, je le comprends, parce que peut-être ça se trouve, le Road FC, ils vont Le mieux truc, c'est que ça payer. paye, hein. Ah, voilà, exactement. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'UFC, des fois, les combats sont très durs. Et c'est mal payé. puis quand tu es entre guillemets champion d'une organisation, tu la manages beaucoup plus facilement en fait. Exactement. Tu t'imposes. Mais c'est vrai Bah que ouais, tu fais ce que tu. Enfin, c'est plus longtemps tu dures, mieux c'est quand même hein, pour toi. Hein, donc. C'est vrai qu'il est à suivre. Honnêtement, en plus, c'est une bonne personne. Et lui, d'ailleurs, il est tout le temps avec son coach depuis des années. Et ça, j'admire ça. C'est bien. Il l'a jamais lâché. Et ça, il est au Team Magnum. Voilà, avec Aziz, hein, c'est Ouais, ça. exactement. Et franchement, ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Il a tout compris en fait. Eh bien très bien. Bah Franchement, Daniel, merci. Mais il faut que tu énormément. reviennes en fait parce que enfin il faudra que tu reviennes. T'as trop de choses intéressantes à dire. Ouais, déjà, Tu merci pourrais à vous. venir avec Benoît Saint-Denis Ouais, bah si vous voulez. parce que là il a une histoire quand même plus qu'intéressante. Et lui il s'entraîne beaucoup au sol. Hein. Il a fait pas mal de tournois. Eh ben ça il est- pourrait être très intéressant de carrément, s'organiser ça. carrément, Tu nous organises ça? Ouais. Donc déjà, je vous remercie pour l'invitation. Non, Non, franchement, vraiment avec c'est plaisir nous, et on il veut faut. surtout que tu reviennes. Il faut Ok, que tu reviennes. avec plaisir quand Parce vous qu'on n'a voulez, pas les eu amis. le temps de te parler de tout ce dont on avait Ah, il y a parlé. tellement de choses. Tu avais eu plein d'idées, tu nous avais envoyé des choses dont tu voulais parler. Ouais, Et ce que j'avais trouvé très étrange,
étrange en fait, c'était que moi je t'avais dit on veut t'inviter pour toi et tu m'as envoyé peut-être 5 ou 6 sujets et rien n'était en rapport avec toi. Tout était en rapport avec le MMA. On sent que t'es un vrai passionné, enfin avec l'entraînement. On sent que t'es un vrai passionné, que c'est ce qui te drive, voilà, tous les jours. Et c'est cool, voilà, quelqu'un qui tire pas la couverture à lui, surtout en ces temps-là où le MMA arrive et puis va être légalisé. On est dans Tout le monde pourrait dire c'est moi. Et bah toi t'es pas comme ça et c'est vraiment chouette. Il faut aimer ce qu'on fait, hein. C'est ça qui nous fait Et on avancer. sent que t'as un vrai amour du truc. En tout cas, voilà, merci d'avoir pris Merci à vous. plus Hein. de 2 heures de ton temps. Infiniment. Merci et à bientôt. Merci beaucoup les petits castagneurs, mon pote Adri de Castagne FM. Merci beaucoup, amusez-vous bien. Ciao, à la prochaine les Salut les castagneurs. petits castagneurs, bye bye, amusez-vous bien. Ciao ciao.